Il existe, dans les archives les plus sombres de la physique nucléaire, une idée si terrifiante, si absolument définitive dans sa logique destructrice, que les scientifiques qui l'ont imaginée ont eux-mêmes refusé d'en poursuivre le développement. Pas par manque de moyens, pas par ignorance technique, mais parce que certaines portes, une fois entrevues, méritent d'être refermées avec soin, avec respect, et peut-être avec une légère tremblance dans les mains. Ce soir, nous allons pousser doucement cette porte ensemble, non pas pour semer la peur, mais pour comprendre, avec toute la clarté et la sérénité que la connaissance peut offrir, pourquoi l'humanité a inventé une arme qu'elle a ensuite choisi de ne jamais construire. Vous êtes là, dans l'obscurité bienveillante de votre chambre, ou peut-être dans la lumière douce d'une lampe de chevet, et vous avez choisi ce soir de laisser votre esprit voyager vers quelque chose de profond, d'important, de fascinant. Il y a quelque chose de magnifiquement humain dans ce geste, dans cette curiosité qui ne s'éteint jamais, même quand le corps réclame le repos. Alors je voudrais vous demander, avec toute la douceur du monde, d'où regardez-vous cette vidéo ce soir? Êtes-vous en France, en Belgique, au Québec, peut-être au Maroc ou en Côte d'Ivoire? Dites-le moi dans les commentaires, car cette communauté est belle et dispersée aux 4 coins du monde, et chaque soir, nous nous retrouvons ici pour penser ensemble. Si ce voyage intellectuel vous touche, si vous sentez que votre esprit s'éveille doucement à ces questions immenses, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces voyages nocturnes et installez-vous vraiment confortablement. Glissez votre téléphone à côté de vous, ajustez votre oreiller, posez vos mains doucement sur votre poitrine ou le long de votre corps et laissez votre respiration se ralentir naturellement. Vous n'avez rien à faire ce soir qu'écouter, comprendre et laisser venir le sommeil quand il viendra. Il y a quelque chose de particulièrement saisissant dans l'idée d'une arme que personne ne fabrique. Dans l'histoire militaire, l'humanité a presque toujours transformé ses découvertes technologiques en instruments de guerre, la poudre à canon, les explosifs chimiques, les missiles balistiques, les bombes atomiques, les bombes à hydrogène, autant d'inventions qui ont suivi un chemin prévisible, âne de la découverte scientifique au champ de bataille. Mais la bombe au cobalt constitue une exception remarquable, une anomalie dans ce schéma troublant. Elle a été conceptualisée, analysée, comprise dans ses mécanismes les plus intimes, et pourtant aucune nation, ni les États-Unis, ni l'Union soviétique, ni la Grande-Bretagne, ni la Chine, ni aucune autre puissance n'a jamais officiellement construit cet engin. Pourquoi cette retenue extraordinaire? Pourquoi une civilisation capable de produire des milliers d'ogives nucléaires s'est-elle arrêtée devant cette frontière particulière? La réponse à cette question nous emmène au cœur de la physique nucléaire, de la biologie des radiations, de la géopolitique de la guerre froide, et finalement dans les profondeurs les plus intéressantes de la nature humaine. Pour comprendre la bombe au cobalt, il faut d'abord comprendre ce que sont les radiations, comment elles agissent sur la matière vivante, et pourquoi certains isotopes radioactifs sont infiniment plus dangereux que d'autres. Imaginez un instant que vous tenez dans votre main une pièce de monnaie ordinaire. Cette pièce est faite d'atomes, des milliards et des milliards d'atomes compressés ensemble selon les lois de la chimie. Chaque atome possède un noyau central, composé de protons et de neutrons, entouré d'un nuage d'électrons qui dansent dans leurs orbites quantiques. Dans la plupart des matériaux qui nous entourent, ces noyaux sont stables. Ils restent tels quels pendant des milliards d'années sans se modifier, sans émettre de particules, sans perturber leur environnement. C'est la quiétude fondamentale de la matière ordinaire. Mais certains atomes, certains isotopes particuliers, possèdent des noyaux instables. Ces noyaux sont en déséquilibre, portant trop de neutrons ou trop de protons par rapport à ce que leur configuration peut maintenir indéfiniment. Ils cherchent, pour ainsi dire, à se stabiliser, et pour y parvenir, ils émettent de l'énergie sous différentes formes. C'est ce processus que nous appelons la radioactivité, et c'est Marie Curie qui, à la fin du XIXe siècle, a contribué de façon décisive à établir les bases de notre compréhension de ce phénomène. En 1898, dans son laboratoire parisien aux conditions souvent spartiates, elle a identifié 2 nouveaux éléments,
le polonium et le radium, et elle a démontré que la radioactivité était une propriété intrinsèque des atomes eux-mêmes, non une réaction chimique entre atomes, mais quelque chose qui venait du cœur même de la matière. Les émissions radioactives prennent plusieurs formes que les physiciens désignent par les premières lettres de l'alphabet grec. Les particules alpha sont les plus lourdes, composées de 2 protons et 2 neutrons, et elles ne pénètrent pas très loin dans la matière, une simple feuille de papier les arrête. Les particules bêta sont des électrons ou des positrons émis lors de la désintégration nucléaire, légèrement plus pénétrantes, mais toujours arrêtées par quelques millimètres d'aluminium. Et puis, il y a les rayons gamma, qui sont quelque chose d'entièrement différent dans leur nature. Les rayons gamma ne sont pas des particules, ce sont des photons, de la lumière pure mais d'une énergie extraordinairement élevée, des millions de fois plus énergétiques que la lumière visible. Ils traversent la chair humaine comme si elle n'existait pas, et il faut des dizaines de centimètres de plomb ou plusieurs mètres de béton épais pour les arrêter significativement. Cette distinction est absolument fondamentale pour comprendre pourquoi la bombe au cobalt est ce qu'elle est. Parce que le cobalt-60, l'isotope radioactif qui donne son nom à cette arme, est un émetteur de rayons gamma particulièrement puissant. Mais n'allons pas trop vite. Remontons d'abord à l'origine de cette idée, à l'homme qui a eu le courage intellectuel de la nommer publiquement et d'en expliquer les mécanismes avec une clarté qui a horrifié le monde. Nous sommes en 1950. La Seconde Guerre mondiale s'est achevée 5 ans plus tôt dans les cendres atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Le monde est entré dans cette période tendue que l'on appellera la guerre froide, cette confrontation permanente entre les États-Unis et l'Union soviétique, 2 superpuissances armées chacune de bombes atomiques et engagées dans une course aux armements d'une intensité sans précédent. En 1949, l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique, mettant fin au monopole américain sur l'arme nucléaire et plongeant le monde dans une nouvelle ère d'anxiété. Les stratèges militaires réfléchissent alors à la question suivante, qui dominera la pensée géopolitique pendant des décennies. Comment utiliser ces armes extraordinaires pour obtenir un avantage décisif sur l'adversaire? C'est dans ce contexte que Léo Szilard prend la parole. Léo Szilard est un physicien hongrois naturalisé américain, l'un des esprits les plus brillants et les plus tourmentés de sa génération. C'est lui qui, en 1933, marchant dans les rues de Londres, a eu l'intuition fondatrice de la réaction en chaîne nucléaire. C'est lui qui a convaincu Albert Einstein de signer la célèbre lettre adressée au président Roosevelt en 1939, la lettre qui allait lancer le projet Manhattan. C'est lui encore qui, en 1945, avait tenté désespérément de convaincre le gouvernement américain de ne pas utiliser la bombe atomique sur des villes japonaises sans une démonstration préalable. Szilard n'était pas un va-t-en-guerre. C'était un homme de science habité par une conscience morale aiguë, un homme qui avait passé sa vie à comprendre le pouvoir de l'atome et qui en craignait profondément les conséquences. En 1950, dans une émission de radio diffusée par NBC, Szilard décrit publiquement pour la première fois le concept de ce qu'il appelle lui-même une bombe de mort, un engin théorique capable non pas de détruire une ville, mais d'anéantir toute forme de vie sur la surface entière de la Terre. Il ne cherche pas à fournir un plan de construction à qui que ce soit. Son intention est précisément inverse. En rendant public le concept, en expliquant sa faisabilité théorique, il espère provoquer une prise de conscience collective sur la direction dans laquelle la course aux armements nucléaires pourrait mener l'humanité. C'est un avertissement habillé en description technique, et il va résonner pendant des décennies. Alors que propose exactement Szilard? Et pourquoi le cobalt? Pour comprendre cela, nous devons entrer plus profondément dans la physique de la bombe à hydrogène, car la bombe au cobalt n'est pas une arme indépendante. Elle est en quelque sorte une modification d'une arme thermonucléaire existante. Une bombe à hydrogène, dans son principe le plus général, utilise une bombe atomique conventionnelle comme détonateur pour déclencher une réaction de fusion nucléaire. La fission, qui est la division de gros atomes comme l'uranium-235 ou le plutonium-239, libère une énergie suffisante pour comprimer et chauffer du deutérium et du tritium, 2 isotopes de l'hydrogène, jusqu'à des températures de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de degrés Celsius.
À ces températures extraordinaires, comparables à celles qui règnent au cœur du Soleil, les noyaux d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, libérant une quantité d'énergie plusieurs fois supérieure à la réaction de fission initiale. Ce qui rend les bombes thermonucléaires si particulièrement dévastatrices, c'est non seulement leur énergie explosive immédiate, mais aussi ce qu'elles produisent au moment de l'explosion. D'immenses quantités de neutrons libres, des particules qui jaillissent dans toutes les directions à des vitesses prodigieuses. Ces neutrons sont la clé de toute l'histoire de la bombe au cobalt. Quand un neutron rencontre un noyau stable, il peut y être capturé, transformant cet atome stable en un atome différent, potentiellement radioactif. Ce processus porte le nom technique d'activation neutronique. Et c'est précisément ce processus que Szilard a imaginé de diriger de façon délibérée et massive. Le cobalt naturel que nous connaissons, celui que l'on trouve dans les mines de la République démocratique du Congo, de la Russie, de l'Australie, il est presque entièrement composé d'un seul isotope, le cobalt 59. Un atome de cobalt 59 possède 27 protons et 32 neutrons dans son noyau. C'est un métal de transition d'un bleu-gris métallique, dur, brillant, utilisé dans de nombreux alliages industriels, dans la fabrication d'aimants permanents, dans certaines peintures céramiques pour produire le bleu de cobalt si caractéristique des anciennes faïences. Sous sa forme naturelle, le cobalt 59 est parfaitement stable et ne représente aucun danger radiologique particulier. Mais si un atome de cobalt 59 capture un neutron libre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le noyau absorbe ce neutron supplémentaire et devient du cobalt 60. Et le cobalt 60 est une toute autre histoire. Le cobalt 60 est intensément radioactif, avec une demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'un échantillon se désintègrent, de 5 ans, 1 mois et quelques jours, le cobalt 60 émet de puissants rayons gamma lors de sa désintégration. Pas une seule émission gamma, mais 2 émissions simultanées d'énergie d'1,17 et 1,33 mégaélectronvolts respectivement. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, les rayons gamma médicaux utilisés en radiothérapie pour traiter les tumeurs cancéreuses proviennent souvent précisément de sources de cobalt 60. Ces appareils, que l'on appelle les unités de cobaltothérapie ou couteaux gamma, utilisent quelques grammes, parfois quelques centaines de grammes de cobalt 60, et ils sont entourés de blindages massifs en plomb pour contenir leurs émissions. Même en quantité médicale et derrière des protections considérables, le cobalt 60 exige le plus grand respect. Maintenant, imaginez ce que Szilard proposait de faire. Imaginez envelopper une bombe thermonucléaire dans un manteau épais de cobalt naturel, du cobalt 59. Au moment de l'explosion de la bombe, le déluge de neutrons libres produit par la réaction de fusion activerait ce cobalt de façon massive, le convertissant en quantité prodigieuse de cobalt 60. L'explosion elle-même disperserait alors ces atomes de cobalt 60, fraîchement créés sous forme de poussière et de particules dans l'atmosphère. Et c'est là que le véritable cauchemar commence, non pas dans le flash de l'explosion, mais dans les jours, les semaines, les mois et les années qui suivraient. Pensez à la façon dont les retombées radioactives d'une bombe nucléaire ordinaire fonctionnent. Quand une bombe atomique explose, elle crée une boule de feu d'une chaleur inimaginable, puis une onde de choc dévastatrice, et enfin le champignon nucléaire emblématique qui s'élève dans la stratosphère. Ce champignon emporte avec lui des quantités immenses de matériaux pulvérisés et radioactifs, les produits de fission de l'uranium ou du plutonium, ainsi que la poussière et les débris du sol environnant que l'explosion a activés. Ces matériaux, portés par les vents atmosphériques, redescendent ensuite sur Terre sous forme de retombées radioactives, les retombées atomiques, les fallout en anglais, dans les heures, les jours et les semaines qui suivent l'explosion. Les retombées des bombes nucléaires testées dans les années 1950 et 1960 ont contaminé de vastes régions. Les essais américains réalisés dans le Pacifique, notamment à Bikini et à Enewetak, ont dispersé des retombées radioactives sur des milliers de kilomètres. L'accident du Lucky Dragon numéro 5, un chalutier japonais qui se trouvait à 160 km de l'atoll de Bikini lors de l'essai de la bombe Bravo en mars 1954,
a montré au monde entier la réalité brutale de ces retombées. Les 23 membres d'équipage ont souffert de maladies des rayons aigus et l'un d'eux, Aikichi Kuboyama, est décédé 6 mois plus tard, devenant la première victime humaine de la bombe à hydrogène. L'incident a provoqué une onde de choc diplomatique et psychologique internationale et a contribué à alimenter le mouvement antinucléaire qui émergera dans les années suivantes. Mais les retombées des bombes atomiques et thermonucléaires ordinaires, aussi terribles qu'elles soient, présentent une caractéristique qui, dans l'horrible calcul stratégique de la guerre nucléaire, est parfois considérée comme une forme de limitation. La plupart des isotopes radioactifs produits par la fission ont des demi-vies très courtes ou très longues. Les isotopes à demi-vie très courte, quelques secondes ou quelques minutes, sont extrêmement dangereux dans l'immédiat mais se désintègrent rapidement. Les isotopes à demi-vie très longue, des milliers ou des millions d'années, restent dangereux indéfiniment, mais leur radioactivité à chaque instant est relativement faible. Les stratèges militaires de la guerre froide s'étaient en quelque sorte persuadés, avec toute la froideur glaciale que permet le calcul stratégique, que des zones détruites par des bombes nucléaires pourraient être réoccupées après quelques semaines ou quelques mois. C'est précisément ici que la bombe au cobalt brise ce schéma de façon définitive. Une demi-vie de 5 ans pour le cobalt-60 se trouve dans une zone particulièrement cruelle du spectre radioactif. Assez courte pour que la radioactivité soit intense et immédiatement létale, mais assez longue pour persister pendant des décennies. Imaginez des retombées de cobalt-60 recouvrant un territoire de la taille d'un continent. Ces retombées maintiendraient des niveaux de rayonnement gamma mortels pendant non pas des heures ou des jours, mais pendant des années, peut-être des décennies. Après 5 ans, la moitié du cobalt-60 se serait désintégrée, mais le reste serait toujours là. Après 10 ans, un quart de la contamination initiale persisterait encore. Après 20 ans, un 16e de la radioactivité originale demeurerait active. Les physiciens ont calculé que si l'on construisait une bombe au cobalt d'une puissance suffisante et que l'on l'explicitait dans les bonnes conditions atmosphériques, les retombées de cobalt-60 pourraient théoriquement couvrir l'ensemble de la surface terrestre avec une densité suffisante pour tuer toute vie humaine par exposition au rayonnement. Pas toute vie sur Terre dans l'immédiat, notez bien. Les bactéries, certains insectes, certaines formes de vie particulièrement résistantes au rayonnement survivraient. Mais la civilisation humaine, telle que nous la connaissons, avec ses 7 ou 8 milliards d'habitants, serait anéantie. Voilà pourquoi Szilard l'a appelée une bombe de mort. Et voilà pourquoi l'expression anglaise « Doomsday Device », l'arme de l'apocalypse, s'est imposée dans le lexique de la stratégie nucléaire. La question technique qui se pose immédiatement est la suivante. De combien de cobalt et de quelle puissance explosive aurait-on besoin pour réaliser cela? Les calculs publiés dans les années suivantes par différents physiciens donnent des chiffres qui varient, car les paramètres atmosphériques et géographiques introduisent de nombreuses inconnues. Mais une estimation souvent citée suggère qu'une série de bombes totalisant plusieurs centaines de mégatonnes d'équivalent TNT enveloppées dans des quantités appropriées de cobalt naturel, pourrait théoriquement disperser suffisamment de cobalt-60 pour rendre la surface de la Terre ininhabitable pendant des décennies. Une mégatonne correspond à l'énergie libérée par 1 million de tonnes de TNT. La bombe larguée sur Hiroshima en 1945 avait une puissance d'environ 15 kilotonnes, soit 0,015 mégatonnes. Les arsenaux nucléaires des superpuissances pendant la guerre froide comptaient des milliers d'armes, dont certaines atteignaient 50 ou même 100 mégatonnes. Pour comprendre ce que signifie une mégatonne en termes sensoriels et humains, il faut peut-être s'arrêter un instant et laisser l'imagination travailler. Imaginez-vous debout dans une grande plaine ouverte, un beau matin d'été. L'herbe est verte, le ciel est d'un bleu profond, et il y a ce silence particulier des grandes étendues, ce silence qui n'est pas vraiment un silence mais une symphonie de sons doux, le vent dans l'herbe, le chant lointain d'un oiseau, le bruissement de votre propre respiration. Une explosion d'une mégatonne, si elle se produisait à quelques dizaines de kilomètres de vous, produirait d'abord une lumière d'une intensité inimaginable, bien plus lumineuse que le soleil à son zénith, une lumière qui brûlerait directement les yeux si on la regardait. Puis, plusieurs secondes plus tard, viendrait l'onde de choc, un mur d'air comprimé se déplaçant à des vitesses supersoniques, capable de renverser des bâtiments à des dizaines de kilomètres de distance.
Et enfin, dans les heures et les jours qui suivraient, arriveraient les retombées radioactives, invisibles, inodores, imperceptibles au sens humain mais mortelles. C'est cette invisibilité des rayonnements qui est peut-être l'aspect le plus psychologiquement troublant de la menace nucléaire, et particulièrement de la menace que représente la bombe au cobalt. Nous pouvons voir le feu, nous pouvons sentir la chaleur, nous pouvons fuir une explosion visible. Mais nous ne pouvons pas percevoir les rayons gamma avec nos sens naturels. Un être humain peut recevoir une dose létale de rayonnement sans en être immédiatement conscient. Les premiers symptômes de la maladie des rayons aigus, les nausées, la fatigue intense, les vomissements, n'apparaissent parfois que des heures après l'exposition. Et cette latence cruelle a une dimension psychologique particulière. La personne qui a reçu une dose mortelle peut se sentir relativement bien pendant les premières heures, voire les premiers jours, avant que les dommages cellulaires massifs ne se manifestent. Comprenons ce que les rayonnements font aux corps humains à l'échelle cellulaire, car c'est là que se joue la vraie tragédie biologique. Un rayon gamma traversant votre corps n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est un photon d'énergie extraordinairement élevé qui interagit avec les atomes de vos tissus. Quand ce photon rencontre une molécule d'eau dans une cellule de votre corps, ce qui arrive très fréquemment car nos corps sont composés à environ 60 à 70% d'eau, il peut arracher un électron de cette molécule d'eau, créant ce que les radiobiologistes appellent des radicaux libres. Ces radicaux libres sont des fragments moléculaires extrêmement réactifs, porteurs d'un électron non apparié qui les rend chimiquement voraces. Ils attaquent les molécules voisines, créant une cascade de dommages chimiques à l'intérieur de la cellule. La cible la plus critique de ces radicaux libres est l'ADN, la molécule qui porte le code génétique de chaque cellule. L'ADN humain est une structure d'une élégance extraordinaire, une double hélice composée de milliards de paires de bases chimiques encodant les instructions nécessaires à la vie. Les rayonnements peuvent provoquer des cassures simples ou doubles dans cette structure. Les cassures simples sont généralement réparées efficacement par les mécanismes moléculaires de réparation de l'ADN présents dans toutes nos cellules, mais les cassures double brin sont bien plus difficiles à réparer correctement, et si trop de cassures surviennent simultanément, les systèmes de réparation sont dépassés. Les cellules qui ne peuvent pas réparer leur ADN endommagé déclenchent souvent leur propre mort programmée, ce que les biologistes appellent l'apoptose, où elles continuent de se diviser de façon incontrôlée, ce qui peut mener au cancer. Voilà pourquoi les rayonnements ionisants sont particulièrement dévastateurs pour les tissus à renouvellement rapide. Les cellules de la moelle osseuse, qui produisent continuellement nos cellules sanguines, se divisent très fréquemment, ce qui les rend particulièrement sensibles. Les cellules épithéliales de la muqueuse intestinale se renouvellent tous les 3 à 5 jours, et elles aussi sont très vulnérables. C'est pourquoi les manifestations classiques de la maladie des rayons aigus incluent une chute brutale du nombre de globules blancs, rendant le patient immunodéprimé et vulnérable aux infections, ainsi que des hémorragies digestives et des lésions intestinales sévères. Dans les cas d'exposition à des doses très élevées, la mort peut survenir en quelques jours seulement, par un syndrome neurologique aigu causé par la destruction massive des cellules cérébrales et vasculaires. Les survivants de Hiroshima et Nagasaki ont témoigné de ces symptômes avec des détails qui restent bouleversants des décennies plus tard. Certains qui semblaient avoir survécu à l'explosion initiale mouraient quelques jours ou quelques semaines plus tard de ce que les Japonais appelèrent la maladie de la bombe atomique. Les médecins de l'époque, mal préparés à reconnaître les effets des rayonnements massifs, étaient souvent démunis face à ces tableaux cliniques inhabituels. Il faudrait des années de recherche après la guerre, notamment dans le cadre des études sur les Lifespan Study des survivants de Hiroshima et Nagasaki, une étude qui se poursuit encore aujourd'hui, et pour comprendre pleinement l'impact à long terme des rayonnements sur la santé humaine, y compris l'augmentation des risques de cancer qui peut ne se manifester que des décennies après l'exposition. Revenons maintenant à la physique du cobalt-60 pour approfondir notre compréhension de ce qui rend cet isotope si particulièrement adapté, si l'on peut employer ce mot terrible, au rôle que Szilard lui a imaginé. Nous avons mentionné que le cobalt-60 se désintègre en émettant 2 photons gamma d'énergie de 1,17 et 1,33 mégaélectronvolts.
Ces énergies se trouvent dans une plage particulièrement problématique pour la radioprotection. Elles sont suffisamment élevées pour traverser des épaisseurs significatives de matériaux denses, mais pas assez élevées pour que l'élaboration d'un blindage efficace devienne complètement triviale. 1 centimètre de plomb réduit l'intensité d'un faisceau de rayons gamma du cobalt 60 à environ la moitié. Pour réduire l'intensité à 1/100e de sa valeur initiale, il faut environ 7 centimètres de plomb, et pour atteindre 1/1000e, il en faudrait environ 40 centimètres. Des constructions en plomb de cette épaisseur ne sont pas réalisables pour protéger une population civile sur un continent entier. De plus, le cobalt 60 se forme avec une efficacité relativement élevée lors de l'activation neutronique du cobalt 59. La section efficace de capture neutronique du cobalt 59, c'est-à-dire sa propension à capturer des neutrons thermiques, est d'environ 37 barnes. Un barn est une unité de surface utilisée en physique nucléaire, équivalente à 10 puissance moins 24 cm², un nom donné ironiquement par des physiciens américains qui trouvaient cette surface très grande à l'échelle atomique, comme un barn, une grange en anglais. Une section efficace de 37 barnes est très favorable du point de vue de la production de cobalt 60 par activation neutronique. En comparaison, de nombreux autres matériaux potentiels ont des sections efficaces bien plus faibles pour ce processus. Enfin, la demi-vie de 5,27 années du cobalt 60 est, comme nous l'avons évoqué, parfaitement choisie par la nature pour maximiser la persistance de la contamination dans un contexte d'armes de destruction massive. Si on la compare à l'iode 131, un isotope produit lors de la fission nucléaire, dont la demi-vie est d'environ 8 jours, ou au strontium 90, avec sa demi-vie de 28 ans, le cobalt 60 se situe dans cette zone cruelle du spectre temporel où la contamination est à la fois immédiatement létale par son intensité et suffisamment persistante pour interdire le retour sur les territoires contaminés pendant plusieurs décennies. Mais Szilard n'était pas le seul à avoir réfléchi à ces questions. Dans les années 1950 et 1960, alors que la course aux armements nucléaires s'intensifiait de façon vertigineuse, plusieurs physiciens et stratèges ont analysé indépendamment le concept de bombe au cobalt. Parmi eux, le physicien américain Freeman Dyson, un homme d'une intelligence et d'une originalité intellectuelle exceptionnelle qui avait travaillé sur des problèmes de physique nucléaire militaire dans le cadre du projet Orion, a également réfléchi aux implications de la contamination radioactive à grande échelle. Dyson appartient à cette génération de physiciens qui ont participé au développement des armes nucléaires et qui en ont tiré des conclusions profondes sur la nécessité de limiter ces arsenaux. Il y avait aussi Herman Kahn, le théoricien controversé de la Rand Corporation, dont le livre On Thermonuclear War, publié en 1960, a explicitement discuté des bombes de fin du monde, en les qualifiant de représentant une branche logique mais particulièrement horrible de l'escalade nucléaire. Kahn était l'archétype du stratège nucléaire de la guerre froide, capable de parler de la mort de plusieurs centaines de millions de personnes, avec la sérénité d'un actuaire commentant des statistiques d'assurance. Son livre et sa façon d'aborder la guerre nucléaire comme un problème stratégique traçable et analysable y a profondément influencé Stanley Kubrick, qui s'en est inspiré pour créer le personnage du Dr Strangelove dans son film satirique de 1964, Dr Folamour. Kubrick a intégré dans ce film une bombe de fin du monde à cobalt dans son scénario, contribuant ainsi à diffuser le concept dans la culture populaire et à alimenter les débats publics sur la stratégie nucléaire. Car il faut comprendre que le Dr Folamour n'était pas seulement une comédie brillante, c'était une satire rigoureusement documentée d'une réalité stratégique effective. Les doctrinaires nucléaires américains et soviétiques discutaient vraiment de la possibilité de construire des systèmes d'armes capables d'anéantir toute vie humaine. La logique de la dissuasion nucléaire, telle qu'elle s'était développée dans les années 1950, reposait sur le concept de destruction mutuelle assurée, désigné par l'acronyme anglais MAD, qui signifie aussi « fou », une ironie sémantique qui ne manque pas de profondeur. L'idée était que si chaque superpuissance pouvait garantir qu'une attaque nucléaire de l'autre entraînerait sa propre destruction totale, aucune des deux ne serait assez irrationnelle pour lancer cette attaque en premier. Mais cette logique de dissuasion soulève une question profonde.
Est-ce que la bombe au cobalt rendrait la dissuasion plus ou moins efficace? Certains théoriciens ont argumenté qu'une arme de fin du monde serait le summum de la dissuasion, car elle rendrait toute attaque nucléaire absolument certaine d'entraîner la destruction de l'humanité entière. Si vous savez avec certitude que attaquer votre adversaire mènera inévitablement à la mort de tous les êtres humains sur Terre, y compris vous-même et tout ce que vous aimez, vous n'attaquerez jamais. C'est la dissuasion absolue. Mais cette logique présuppose une chose que les stratèges de la guerre froide ont dû confronter, la rationalité permanente de tous les acteurs impliqués. Que se passe-t-il si un dirigeant est irrationnel? Que se passe-t-il si une erreur de commandement ou une défaillance technique déclenche accidentellement l'utilisation de cette arme? Que se passe-t-il si un État non étatique, une organisation terroriste, parvient à s'emparer d'un tel dispositif? Ces questions, qui semblaient peut-être académiques dans les premières années de la guerre froide, ont acquis une urgence très concrète au fil des décennies, et elles restent d'une brûlante actualité aujourd'hui. Revenons un instant sur la géologie et la chimie du cobalt, cet élément remarquable dont nous avons fait l'élément central de notre exploration ce soir. Le cobalt est l'élément numéro 27 dans le tableau périodique des éléments, ce chef-d'œuvre de classification chimique élaboré par Dmitri Mendeleïev en 1869 et perfectionné depuis lors. Il appartient au groupe des métaux de transition, aux côtés du fer, du nickel, du cuivre et du zinc, ses voisins périodiques. Son nom vient du mot allemand « Kobold », qui désigne un esprit ou un lutin malicieux de la mythologie germanique. Ce nom a une histoire charmante. Les mineurs médiévaux en Allemagne trouvaient parfois des minerais qui ressemblaient à de l'argent, mais ne pouvaient être fondus pour en extraire ce métal précieux. Et ces minerais inutiles, source de frustration et de pertes économiques, étaient attribués au mauvais esprit, au kobold, d'où le nom qui est resté. Le cobalt naturel, sous forme métallique, est un métal dur, légèrement magnétique, d'un lustre bleu grisâtre caractéristique. Ses propriétés physiques en font un matériau industriel précieux. Il est très résistant à l'usure et à la corrosion, même à des températures élevées, ce qui en fait un composant essentiel des superalliages utilisés dans les turbines d'avions à réaction. Sans cobalt, l'aviation commerciale moderne telle que nous la connaissons n'existerait pas sous cette forme. Il entre également dans la composition des batteries lithium-ion qui alimentent nos téléphones portables, nos ordinateurs portables et les véhicules électriques, ce qui en fait un métal stratégique dont les enjeux d'approvisionnement sont devenus un sujet géopolitique majeur au XXIe siècle. La République démocratique du Congo possède environ 70% des réserves mondiales connues de cobalt, et cette concentration géographique extraordinaire a des implications économiques, politiques et humanitaires considérables. L'extraction du cobalt dans la province du Katanga, au sud du pays, a été associée à des problèmes graves de droits de l'homme, notamment l'utilisation du travail des enfants dans les mines artisanales et à des conflits armés alimentés par les revenus miniers. Ces enjeux ont conduit de nombreuses entreprises technologiques à chercher des alternatives au cobalt pour leurs batteries ou à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus traçables. L'histoire du cobalt industriel est donc aussi une histoire de mondialisation, d'inégalités économiques et de responsabilité éthique des entreprises. Le cobalt 60, la forme radioactive qui nous intéresse ce soir, est en réalité produit délibérément et en grande quantité dans les réacteurs nucléaires à des fins médicales et industrielles, mais dans des quantités soigneusement contrôlées. Il est utilisé en radiothérapie oncologique, comme nous l'avons mentionné, mais aussi pour la stérilisation d'équipements médicaux, pour l'irradiation alimentaire permettant de prolonger la durée de conservation de certains aliments, et pour des applications industrielles de contrôle de qualité, notamment la radiographie industrielle qui permet de détecter des défauts internes dans des structures métalliques sans les détruire. Les quelques accidents impliquant du cobalt 60 mal sécurisé ont illustré de façon tragique le danger de cet isotope même en petite quantité. L'accident de Goiânia, survenu au Brésil en 1987, reste l'un des accidents radiologiques les plus graves jamais survenus en dehors d'un réacteur nucléaire. Une source de cobalt 60 utilisée dans un appareil de radiothérapie abandonné d'un hôpital désaffecté a été récupérée par des ferrailleurs et partiellement démontée. Le contenant en plomb percé a laissé s'échapper du chlorure de césium 137 sous forme de poudre brillante bleutée.
Cette poudre, fascinante dans son aspect luminescent, a été touchée, manipulée, partagée entre voisins qui l'ignoraient être d'une dangereuse radioactivité. 4 personnes sont décédées, des dizaines ont souffert de maladies des rayons aigus, et la décontamination de la zone a nécessité des ressources considérables. Cet accident illustre de façon poignante la disjonction entre la réalité physique des rayonnements et notre capacité sensorielle à les percevoir. Au moment même où nous parlons de la bombe au cobalt dans son contexte théorique, il est important de souligner que la physique des neutrons et des isotopes radioactifs que nous décrivons n'est pas une abstraction. Elle se joue chaque jour dans des réacteurs nucléaires, des hôpitaux, des laboratoires, des installations industrielles partout dans le monde. La compréhension de ces phénomènes est indispensable, non seulement pour apprécier les dangers potentiels, mais aussi pour profiter pleinement des applications bénéfiques de la technologie nucléaire, qui sont nombreuses et souvent méconnues. Pensez aux réacteurs nucléaires civils qui produisent environ 10% de l'électricité mondiale, une proportion qui monte à plus de 70% en France, faisant de ce pays l'un des utilisateurs les plus intensifs de l'énergie nucléaire civile au monde. La France a fait le choix du nucléaire dans les années 1970, après le premier choc pétrolier, et ce choix a permis d'alimenter son économie avec une énergie relativement bas carbone pendant des décennies. Le débat sur le rôle du nucléaire dans la transition énergétique vers un système décarboné est aujourd'hui plus vif que jamais, dans le contexte des engagements climatiques de l'accord de Paris de 2015 et des réalités de la montée en puissance des énergies renouvelables. Pensez aux techniques d'imagerie médicale qui utilisent des isotopes radioactifs. La tomographie par émission de positrons, connue sous l'acronyme TEP, utilise des isotopes à demi-vie très courte, comme le fluor 18 avec ses 110 minutes de demi-vie, pour créer des images tridimensionnelles du métabolisme interne du corps humain. Cette technique révolutionnaire permet de détecter certains cancers et maladies neurologiques avant que les symptômes cliniques n'apparaissent. La médecine nucléaire a transformé notre capacité à diagnostiquer et traiter un large éventail de maladies grâce précisément à notre compréhension de la physique des isotopes radioactifs. Ces applications bénéfiques sont le résultat direct des mêmes recherches fondamentales en physique nucléaire qui ont conduit à la compréhension de la bombe au cobalt. C'est l'une des réalités les plus profondes et les plus troublantes de la science. La connaissance est fondamentalement neutre, et c'est l'usage que les sociétés humaines en font qui en détermine la valeur morale. La même compréhension de la fission nucléaire qui a permis de construire les bombes d'Hiroshima et Nagasaki a rendu possible la construction de centrales nucléaires qui alimentent des millions de foyers. La même physique des neutrons qui sous-tend le concept de la bombe au cobalt est celle qui permet de produire des isotopes médicaux qui sauvent des vies chaque jour. Cette ambivalence fondamentale de la connaissance scientifique est l'une des questions philosophiques et éthiques les plus importantes de notre temps. Comment une société peut-elle s'organiser pour maximiser les bénéfices de la science tout en minimisant ses risques ? Comment les scientifiques eux-mêmes doivent-ils naviguer entre la liberté de recherche fondamentale et la responsabilité des applications de leur travail ? Léo Szilard lui-même a passé les dernières années de sa vie à réfléchir à ces questions, après avoir contribué à déclencher l'ère nucléaire. Il a cofondé le Bulletin of the Atomic Scientists en 1945, la revue qui publie la fameuse horloge de la fin du monde, le Doomsday Clock, une horloge symbolique dont les aiguilles indiquent le nombre de minutes métaphoriques qui nous séparent de minuit, représentant l'apocalypse nucléaire ou d'autres catastrophes existentielles. En janvier 2023, l'horloge de la fin du monde a été avancée à 90 secondes avant minuit. La position la plus proche de la catastrophe symbolique depuis sa création en 1947, en raison notamment des tensions nucléaires liées à la guerre en Ukraine et au risque de prolifération nucléaire en Corée du Nord et en Iran. Parlons maintenant d'un aspect de la bombe au cobalt qui est souvent négligé dans les discussions populaires, ses implications pour la stratégie de dissuasion nucléaire et pour la théorie des jeux appliquée aux relations internationales. La théorie des jeux, développée dans les années 1940 et 1950 par des mathématiciens comme John von Neumann et John Nash, offre un cadre mathématique rigoureux pour analyser les situations de conflit et de coopération entre des acteurs rationnels. La dissuasion nucléaire est, au fond, un problème de théorie des jeux. Comment concevoir une posture stratégique qui rende l'attaque nucléaire irrationnelle pour l'adversaire ?
Dans le cadre de la dissuasion classique basée sur la destruction mutuelle assurée, chaque superpuissance maintient une capacité de seconde frappe suffisante pour détruire l'adversaire même après avoir absorbé une première frappe nucléaire. Cette capacité de seconde frappe repose sur plusieurs piliers: les missiles balistiques intercontinentaux dans leurs silos souterrains, les sous-marins nucléaires qui peuvent rester cachés dans les profondeurs de l'océan et lancer leurs missiles sans être détectés, et les bombardiers stratégiques toujours en vol ou en alerte permanente. Cette architecture de la dissuasion, connue sous le nom de triade nucléaire, est conçue pour qu'aucune première frappe, aussi massive et coordonnée soit-elle, ne puisse détruire la totalité des forces de représailles adverses. La bombe au cobalt modifierait fondamentalement cette équation de dissuasion. Si l'on pouvait construire un nombre relativement restreint de bombes au cobalt d'une puissance suffisante, et les activer simultanément dans des positions stratégiques permettant une dispersion optimale des retombées dans les courants atmosphériques, on pourrait théoriquement rendre toute contre-attaque inutile, non pas parce que l'adversaire serait incapable de lancer ses missiles, mais parce que sa propre population serait condamnée à mourir de toute façon, qu'il réponde ou non. C'est la logique terrifiante et auto-defeating de la bombe de fin du monde, une arme conçue pour être si absolument destructrice qu'elle rendrait toute guerre inutile, mais au prix de rendre aussi toute vie humaine impossible. Thomas Schelling, économiste américain qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2005 pour ses travaux sur la théorie des conflits et la coopération, a analysé ce paradoxe avec une profondeur remarquable. Dans ses travaux, Schelling montre que la crédibilité de la menace est essentielle à la dissuasion. Une menace d'utiliser une arme n'est crédible que si l'acteur qui la profère a effectivement intérêt à mettre sa menace à exécution dans les circonstances envisagées. Or, une arme de fin du monde présente un problème fondamental de crédibilité. Il est extrêmement difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles son utilisation serait rationnellement justifiable, puisqu'elle mènerait à la destruction du monde entier, y compris de l'acteur qui l'utilise. Si la menace n'est pas crédible, elle ne peut pas dissuader. C'est une des raisons profondes pour lesquelles les stratèges militaires ont finalement conclu que la bombe au cobalt, en plus de ses problèmes éthiques écrasants, était aussi stratégiquement inutile, voire contre-productive. Elle ne conférait pas un avantage militaire utilisable et elle ne contribuait pas à renforcer la dissuasion de façon crédible. Elle représentait une menace tellement absolue qu'elle sortait du cadre de tout calcul rationnel, ce qui la rendait inutilisable comme outil de pression diplomatique. Examinons maintenant la question de la prolifération nucléaire et de son lien avec le risque que représente la bombe au cobalt dans le monde contemporain. Quand Szilard a décrit le concept en 1950, seuls 2 États possédaient des armes nucléaires, les États-Unis, qui avaient réalisé le premier essai en juillet 1945 à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, dans le cadre de l'essai Trinity, et l'Union soviétique, qui avait testé sa première bombe atomique en août 1949. Le monde nucléaire était alors bipolarisé et, si l'on peut dire, relativement simple à appréhender stratégiquement. Depuis lors, le cercle nucléaire s'est élargi de façon significative. Le Royaume-Uni a testé sa première bombe atomique en octobre 1952 dans les îles Montebello au large de l'Australie. La France a suivi en février 1960 avec l'essai Gerboise bleue dans le Sahara algérien. La Chine en octobre 1964, l'Inde en mai 1974 avec l'essai Smiling Buddha, le Pakistan en mai 1998 et la Corée du Nord en octobre 2006 avec plusieurs essais supplémentaires depuis lors. Israël est généralement considéré comme possédant un arsenal nucléaire, bien que le pays pratique une politique officielle d'ambiguïté nucléaire et n'ait jamais confirmé ni infirmé l'existence de cet arsenal. Au total, 9 États sont actuellement reconnus ou présumés posséder des armes nucléaires en 2025. Le traité de non-prolifération nucléaire, signé en 1968 et entré en vigueur en 1970, est l'instrument juridique international central de la non-prolifération. Il reconnaît comme États nucléaires légaux les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine, et demande aux autres signataires de renoncer à acquérir des armes nucléaires en échange d'un accès à la technologie nucléaire civile et d'engagement de désarmement des puissances nucléaires.
ce traité a été signé par 190 États, de ce qui en fait l'un des traités de désarmement les plus largement ratifiés de l'histoire. Mais il a ses limites. L'Inde, le Pakistan et Israël n'ont jamais signé le traité, et la Corée du Nord s'en est retirée en 2003. Dans ce contexte de prolifération progressive, la question du risque lié à la bombe au cobalt prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer le risque que les deux superpuissances de la guerre froide construisent délibérément une telle arme. Il faut aussi envisager le scénario d'une puissance nucléaire plus petite, peut-être dirigée par un régime aux ambitions ou à la rationalité imprévisible, qui tenterait de compenser sa faiblesse numérique relative en matière d'armes nucléaires par la fabrication d'un nombre restreint de bombes au cobalt d'effet maximal. Il faut également prendre en compte le risque terroriste. Des organisations comme Al-Qaïda ou l'État islamique ont exprimé des ambitions de se procurer et d'utiliser des armes de destruction massive. Si une telle organisation parvenait à s'emparer de quantités significatives de cobalt naturel et d'un dispositif nucléaire, même rudimentaire, les conséquences pourraient être catastrophiques, même si elles resteraient très loin de l'échelle apocalyptique d'une bombe au cobalt pleinement optimisée. Ces scénarios, autrefois considérés comme relevant de la fiction, ont acquis après les attentats du 11 septembre 2001 une urgence très réelle dans les discussions des experts en sécurité nucléaire. C'est précisément pour contrer ces risques émergents qu'a été créé, sous l'égide des Nations Unies, et notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'ensemble de réglementations et de mécanismes de contrôle regroupés sous le terme de sûreté nucléaire et de sécurité des matières nucléaires. L'AIEA, dont le siège se trouve à Vienne, joue un rôle crucial dans la surveillance des matières nucléaires à travers le monde, en procédant à des inspections dans les États signataires du traité de non-prolifération, et en maintenant une base de données des incidents impliquant des matières nucléaires ou radioactives hors de contrôle. Mais revenons à la question qui est au cœur de notre exploration ce soir. Nous avons établi que la bombe au cobalt est techniquement faisable dans son principe. Nous avons compris pourquoi elle serait d'une destructivité sans précédent dans l'histoire des armements humains. Nous avons examiné les raisons stratégiques pour lesquelles elle est considérée comme une impasse même pour les théoriciens les plus froids de la guerre nucléaire. Mais la question demeure, posée dans toute son ampleur morale et intellectuelle, pourquoi aucun État n'a-t-il jamais, à notre connaissance, construit une telle arme? La réponse est multiple et révélatrice de la complexité de la nature humaine, même dans ses manifestations les plus sombres. Premièrement, il y a la raison stratégique que nous avons explorée. Une arme qui détruirait le monde entier est une arme que personne ne peut utiliser de façon rationnelle pour obtenir un avantage politique ou militaire. Elle ne satisfait pas à la définition classique d'une arme, qui est un instrument permettant de contraindre un adversaire à une action ou à une inaction souhaitée. Donc, si tout le monde est mort, y compris vous-même et votre propre population, vous n'avez contraint personne à rien et vous n'avez obtenu aucun bénéfice. Deuxièmement, il y a la raison légale et normative internationale. La bombe au cobalt serait incontestablement une violation de l'esprit et très probablement de la lettre du droit international humanitaire, notamment des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, qui interdisent les armes causant des souffrances excessives ou des dommages superflus et les méthodes de guerre susceptibles de causer des dommages graves à l'environnement naturel. Une arme capable de déterminer la vie de l'espèce humaine entière représenterait la violation la plus absolue de ces principes. Et bien que le droit international soit loin d'être toujours respecté, il exerce néanmoins une force normative réelle sur le comportement des États, en particulier ceux qui cherchent à maintenir leur légitimité dans la communauté internationale. Troisièmement, et peut-être le plus important, il y a ce que nous pourrions appeler la raison morale intrinsèque, le tabou nucléaire au sens large. Depuis 1945, il existe une norme internationale extraordinairement forte contre l'utilisation des armes nucléaires, une norme qui transcende les traités formels et qui est enracinée dans la conscience collective de l'humanité. Ce tabou, analysé par la politologue Nina Tannenwald dans ses travaux sur le nucléaire, représente une contrainte normative sur le comportement des États qui va au-delà du calcul stratégique immédiat. Il est maintenu par des facteurs multiples: la mémoire collective d'Hiroshima et Nagasaki, la pression de l'opinion publique internationale, la crainte de l'isolation diplomatique et quelque chose de plus profond que tout cela,
une répugnance morale fondamentale devant l'idée d'utiliser des armes capables de tuer des millions ou des milliards de civils innocents. Une bombe au cobalt ne violerait pas seulement le tabou nucléaire, elle le transcenderait de façon si absolue qu'elle se placerait dans une catégorie entièrement différente. Il ne s'agirait plus d'une arme nucléaire extrêmement puissante. Il s'agirait d'une arme génocidaire au sens littéral le plus radical, un instrument conçu pour l'extinction de l'espèce humaine. Aucun régime politique, même le plus brutal et le plus irrationnel que l'histoire ait connu, n'a jamais poursuivi explicitement l'objectif d'anéantir l'humanité entière, y compris lui-même et sa propre population. Cela nous amène à une réflexion philosophique plus profonde sur la nature du mal humain et sur ses limites. Les régimes totalitaires les plus monstrueux de l'histoire, les nazis avec la Shoah, Staline avec le Goulag, Pol Pot avec le génocide cambodgien, ont commis des crimes d'une ampleur effroyable, mais ils n'ont jamais cherché à détruire l'humanité entière. Même Hitler, dans son nihilisme final alors que l'Allemagne s'effondrait, n'a ordonné que la destruction de l'Allemagne elle-même, pas de la planète. Cette limite, cette frontière entre le crime de masse et l'extinction planifiée de l'espèce, semble correspondre à quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine, même dans ses expressions les plus pathologiques. Est-ce que cela suffit à nous rassurer? Probablement pas complètement. L'histoire des armes nucléaires est parsemée d'incidents et d'accidents qui auraient pu mener à des catastrophes d'une ampleur bien supérieure aux intentions de quiconque. La crise des missiles de Cuba en octobre 1962 est l'exemple le plus célèbre. Pendant 13 jours, le monde a été au bord d'une guerre nucléaire générale. La confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique autour du déploiement de missiles soviétiques à Cuba a failli dégénérer en conflit armé à plusieurs reprises. On sait aujourd'hui, grâce aux archives déclassifiées et aux témoignages des participants, que des décisions individuelles ont évité la catastrophe à plusieurs moments critiques. Peut-être la moins connue de ces décisions est celle de Vassili Arkhipov, un officier de marine soviétique à bord du sous-marin B-59 le 27 octobre 1962. Le sous-marin avait été localisé par des navires américains et subissait un harcèlement de grenades sous-marines destiné à l'obliger à faire surface. Sans communication avec Moscou depuis plusieurs jours, le commandant du sous-marin, le capitaine Valentin Savitsky, convaincu que la guerre avait peut-être déjà commencé, voulait lancer une torpille nucléaire. Pour ce faire, il avait besoin de l'accord de ses 2 officiers de rang équivalent présents à bord, le commissaire politique et Arkhipov. Le commissaire accepta. Arkhipov refusa. Cette décision individuelle d'un seul homme a peut-être sauvé l'humanité d'une guerre nucléaire en ce mois d'octobre 1962. Ce récit extraordinaire illustre quelque chose de fondamental sur la nature des risques nucléaires. Ils ne sont pas seulement le produit de décisions délibérées et planifiées de dirigeants politiques, mais aussi d'accidents, de malentendus, de défaillances techniques et de décisions individuelles prises sous une pression extrême, avec une information incomplète. Et si des accidents de cette nature pouvaient mener au bord d'une guerre nucléaire générale avec les arsenaux de l'époque, imaginez ce qui pourrait se passer si des armes de fin du monde étaient effectivement déployées. Une défaillance technique, une erreur d'interprétation, un moment de panique pourrait suffire à déclencher un mécanisme irréversible. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les accords de contrôle des armements nucléaires ont inclus des mécanismes de communication d'urgence entre les superpuissances. Le téléphone rouge, ce canal de communication direct entre Washington et Moscou dont la création a été décidée après la crise des missiles de Cuba, n'est pas un téléphone rouge comme on le représente souvent dans les films. Dans sa version originale, c'était une ligne télégraphique cryptée, et il a été régulièrement modernisé depuis lors. Son existence témoigne de la prise de conscience collective que la communication en temps de crise est une nécessité vitale pour éviter les erreurs catastrophiques. Mais revenons à la physique, car c'est elle qui nous fournit les fondements les plus concrets et les plus fascinants de notre compréhension. Nous avons parlé des neutrons et de leur rôle dans l'activation du cobalt-59 en cobalt-60. Approfondissons notre compréhension de la physique des neutrons, car ces particules jouent un rôle absolument central dans toute la technologie nucléaire, tant civile que militaire. Les neutrons sont l'une des 3 particules fondamentales constituant le noyau atomique, avec les protons et les électrons qui gravitent autour. Mais contrairement aux protons,
Les neutrons ne portent pas de charge électrique. Cette neutralité électrique est à la fois leur caractéristique la plus importante et ce qui les rend particulièrement utiles et particulièrement difficiles à contrôler. Un proton, étant positivement chargé, est repoussé par les noyaux atomiques qui sont aussi chargés positivement. Pour qu'un proton pénètre dans un noyau, il doit d'abord surmonter cette barrière de répulsion électromagnétique, ce qui nécessite une grande énergie. Un neutron, lui, n'est soumis à aucune telle répulsion. Il peut s'approcher d'un noyau et être capturé par lui à des énergies beaucoup plus faibles. C'est cette propriété qui rend les neutrons si efficaces pour déclencher des réactions nucléaires. Dans un réacteur nucléaire, les neutrons produits par la fission de l'uranium-235 ou du plutonium-239 sont ralentis, modérés dans le jargon technique, par un modérateur, souvent de l'eau ordinaire ou de l'eau lourde, pour les amener à des énergies thermiques, c'est-à-dire des énergies comparables à l'énergie cinétique des atomes à température ambiante. Ces neutrons thermiques sont particulièrement efficaces pour provoquer de nouvelles fissions, maintenant ainsi la réaction en chaîne à un niveau contrôlé et soutenu qui produit de la chaleur utilisée pour générer de l'électricité. Dans une bombe nucléaire, au contraire, la réaction en chaîne n'est pas modérée. Elle est conçue pour être exponentielle et instantanée, chaque fission produisant en moyenne plus d'un neutron qui provoque d'autres fissions, menant à une libération d'énergie explosive en quelques microsecondes. La différence entre un réacteur et une bombe n'est pas dans la nature des réactions nucléaires impliquées, mais dans la vitesse à laquelle elles se produisent et dans l'ingénierie qui contrôle ou déchaîne ce processus. Un réacteur nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe nucléaire, parce que sa géométrie et sa composition ne permettent pas la réaction explosive non contrôlée. L'accident de Tchernobyl en avril 1986 n'a pas été une explosion nucléaire au sens d'une bombe. C'était une explosion de vapeur et de graphite causée par un emballement du réacteur suivie d'une explosion chimique. Les neutrons produits lors d'une explosion thermonucléaire sont des neutrons rapides, d'une énergie bien supérieure aux neutrons thermiques des réacteurs. Ces neutrons rapides interagissent différemment avec les matériaux qu'ils traversent. Ils peuvent provoquer des réactions nucléaires que les neutrons thermiques ne peuvent pas déclencher, et ils sont très efficaces pour l'activation neutronique de matériaux comme le cobalt-59. C'est donc la combinaison d'une explosion thermonucléaire produisant un déluge de neutrons rapides et d'une enveloppe de cobalt naturel qui constitue le principe de la bombe au cobalt. Estimons maintenant avec plus de précision les échelles de contamination que pourrait engendrer une telle arme. Imaginez qu'une bombe thermonucléaire de 10 mégatonnes entourée d'un kilogramme de cobalt naturel par mégaton de puissance explosive soit détonée dans des conditions atmosphériques optimales pour la dispersion des retombées. Une telle explosion convertirait, par activation neutronique, une fraction significative du cobalt-59 environnant en cobalt-60. Les calculs de physique nucléaire, basés sur les sections efficaces de réaction et les flux de neutrons caractéristiques d'une explosion thermonucléaire, suggèrent que l'efficacité de conversion peut atteindre plusieurs dizaines de pourcents dans les couches de cobalt les plus proches du cœur de l'explosion. Les retombées radioactives d'une explosion nucléaire atmosphérique sont distribuées par les vents dans des patterns complexes. Dans les premières heures, les particules les plus lourdes retombent à proximité immédiate du point de détonation, créant une zone de contamination locale extraordinairement intense. Les particules plus légères, les aérosols radioactifs submicroniques, sont emportés par les vents de surface et de haute altitude sur des distances de milliers de kilomètres avant de se déposer. Dans la stratosphère, au-dessus de 12 à 15 km d'altitude, les particules les plus fines peuvent rester en suspension pendant des mois et effectuer plusieurs fois le tour de la Terre avant de redescendre, assurant une distribution quasi globale de la contamination. Donc c'est précisément ce mécanisme de distribution globale par la stratosphère qui a été mesuré et documenté après les essais nucléaires atmosphériques des années 1950 et 1960. Les essais américains dans le Pacifique, les essais soviétiques en Sibérie, les essais français au Sahara et en Polynésie ont tous laissé des signatures chimiques détectables dans les couches de glace du Groenland et de l'Antarctique, dans les cernes d'arbres du monde entier, dans les sédiments des lacs.
Ces archives naturelles constituent des témoins irréfutables de la dispersion globale des produits de fission et d'activation nucléaire. La limite temporelle, connue sous le nom de limite de bombe nucléaire, qui marque le début de l'ère des essais atmosphériques dans les années 1945 à 1952, est un marqueur stratigraphique mondial dans les archives géologiques et biologiques de la Terre. Le traité d'interdiction des essais nucléaires partiels, signé en 1963 entre les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, a mis fin aux essais atmosphériques pour ces trois puissances, précisément en raison des préoccupations croissantes concernant la contamination radioactive globale. Avant sa signature, des essais atmosphériques répétés avaient dispersé des quantités significatives de strontium-90, de césium-137 et d'autres isotopes radioactifs dans l'environnement mondial. Le strontium-90 est chimiquement similaire au calcium et est donc incorporé dans les os et les dents lors de la croissance. Des études épidémiologiques réalisées dans les années 1960 ont détecté des niveaux mesurables de strontium-90 dans les dents de lait d'enfants nés après le début des essais atmosphériques, même dans des pays n'ayant jamais réalisé de tels essais, comme le Japon ou la Suède. Cette découverte a joué un rôle important dans la mobilisation de l'opinion publique en faveur du traité d'interdiction. Penser à ce contexte historique nous aide à comprendre pourquoi la question de la bombe au cobalt n'est pas seulement une curiosité théorique de la guerre froide, mais reste une préoccupation d'une pertinence contemporaine. Les défis de la non-prolifération nucléaire, de la sécurité des matières nucléaires et de la prévention du terrorisme nucléaire sont des préoccupations vives des gouvernements et des organisations internationales en 2025. La réduction des arsenaux nucléaires promis par les traités START, qui ont engagé les États-Unis et la Russie à réduire substantiellement leurs arsenaux stratégiques, a certes progressé depuis la guerre froide, mais le monde reste dangereusement nucléarisé. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté par l'ONU en 2017 et entré en vigueur en janvier 2021, représente une étape symbolique importante dans la construction d'une norme internationale contre les armes nucléaires. Il interdit aux États parties de développer, tester, produire, acquérir, posséder, stocker et utiliser des armes nucléaires. Cependant, aucune des puissances nucléaires reconnues n'a signé ce traité, et ses défenseurs comme ses critiques débattent vigoureusement de son impact réel sur la sécurité internationale. Il est temps maintenant d'explorer un aspect de la bombe au cobalt qui touche à la météorologie, à la dynamique des fluides atmosphériques et à notre compréhension de la façon dont les substances se dispersent dans l'environnement mondial. Pour évaluer de façon rigoureuse les effets potentiels d'une bombe au cobalt, il faut comprendre comment les retombées radioactives interagissent avec l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de la Terre est divisée en plusieurs couches aux propriétés distinctes. La troposphère, qui s'étend du sol jusqu'à environ 12 km d'altitude aux latitudes moyennes, est la couche où se produit l'essentiel de la météorologie, les nuages, les précipitations, les vents que nous ressentons au sol. C'est aussi là que résident les êtres humains et la quasi-totalité de la biosphère. Au-dessus se trouve la stratosphère, qui monte jusqu'à environ 50 km d'altitude. La stratosphère est beaucoup plus stable dynamiquement que la troposphère, avec très peu de mélange vertical et des vents horizontaux dominants. C'est dans la stratosphère que se trouve la couche d'ozone, ce bouclier indispensable contre les rayonnements ultraviolets solaires. L'explosion d'une grande bombe thermonucléaire au sol ou à faible altitude projette des matériaux dans les deux couches. Les particules les plus lourdes restent dans la troposphère et sont déposées relativement rapidement par les précipitations et la gravité en quelques jours à quelques semaines. Mais une portion significative des aérosols les plus fins et les plus légers est injectée dans la stratosphère, où elle peut demeurer en suspension pendant des mois avant de se déposer progressivement. Cette persistance stratosphérique assure la distribution globale de la contamination. Les courants atmosphériques de la stratosphère transportent les particules de façon différentielle selon les latitudes. Dans les latitudes moyennes, les vents stratosphériques dominants sont d'ouest en est, circulent autour du globe en quelques semaines. Il existe aussi des échanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, bien que ces échanges soient d'un plus lent, prenant des mois à des années. Une série d'explosions réparties stratégiquement dans les deux hémisphères maximiserait donc la distribution globale des retombées.
Pour comprendre concrètement ce que cela signifierait pour une population humaine, pensons aux effets biologiques des rayons gamma à différents niveaux de dose. Les physiciens médicaux et les radiobiologistes utilisent une unité appelée le Gray, définie comme la dose absorbée par un kilogramme de tissu qui absorbe un joule d'énergie rayonnante. Pour les rayons gamma, le sievert, qui correspond au Gray multiplié par un facteur de qualité tenant compte de l'efficacité biologique relative de différents types de rayonnement, est l'unité de dose effective. Pour les rayons gamma, le facteur de qualité est de 1, donc un Gray de rayon gamma correspond à un sievert. Une dose aiguë de un sievert provoque les premiers symptômes de la maladie des rayons: nausées, fatigue, légère diminution du nombre de globules blancs. Une dose de 2 à 3 sievert est susceptible de provoquer des nausées et vomissements sévères, une chute importante des globules blancs et une alopécie. Environ 50% des personnes exposées à 4 à 5 sieverts sans traitement médical mourront dans les 30 à 60 jours. Une dose de 6 sieverts est considérée comme létale dans la quasi-totalité des cas sans traitement médical intensif. Au-delà de 10 sieverts, la mort est pratiquement certaine, survenant en quelques jours par atteinte neurologique et vasculaire. Le débit de dose, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une personne absorbe ces rayonnements, est tout aussi important que la dose totale. Les effets d'un sievert absorbé sur une année sont bien moindres que ceux d'un sievert absorbé en quelques heures, parce que les mécanismes de réparation cellulaire ont le temps de fonctionner dans le premier cas. Les niveaux de contamination par cobalt-60 qui résulteraient d'une bombe au cobalt produiraient des débits de dose extrêmement élevés, exposant les personnes à des doses létales en quelques heures ou quelques jours, plutôt que sur des périodes prolongées, permettant une réparation partielle. Les zones de retombée d'une bombe au cobalt créeraient ce que les planificateurs d'urgence nucléaire appellent des zones d'exclusion permanente, des territoires où il serait impossible de séjourner pendant des décennies sans recevoir une dose létale. Même des abris souterrains profonds, protégés par des mètres de béton et de terre, ne pourraient pas protéger les survivants indéfiniment, parce que les ressources en nourriture et en eau finiraient par s'épuiser et que les zones d'approvisionnement de surface seraient inaccessibles. Il y a une autre dimension de la bombe au cobalt qui mérite d'être explorée: ses effets sur la chaîne alimentaire et les écosystèmes naturels. Le cobalt-60, dispersé dans l'environnement, ne resterait pas inerte dans le sol et l'air. Comme tous les éléments chimiques, il suivrait les cycles biogéochimiques naturels. Les plantes absorberaient le cobalt du sol dans leurs racines s'il restait chimiquement disponible. Les animaux mangeant ces plantes concentreraient le cobalt dans leurs tissus. Les prédateurs consommant ces animaux le concentreraient davantage encore dans ce que les écologistes appellent la bioaccumulation, le même processus qui concentre les métaux lourds comme le mercure dans les grands prédateurs marins. Cependant, dans le cas du cobalt-60 radioactif, avec sa demi-vie de 5,27 ans, la dynamique de la bioaccumulation est compliquée par la désintégration continue de l'isotope. À mesure que le cobalt-60 se désintègre, il devient du nickel-60, un isotope stable et non radioactif. La radioactivité globale de l'environnement diminuerait donc progressivement, mais pendant les premières années, les niveaux de contamination seraient suffisamment élevés pour irradier directement tout organisme vivant dans les zones concernées. Les effets sur les écosystèmes seraient catastrophiques et à long terme. Les forêts, les prairies, les zones humides, les récifs coralliens, tous les habitats naturels seraient profondément perturbés. La disparition des pollinisateurs, des prédateurs régulateurs, des décomposeurs, des organismes fixateurs d'azote créerait des effondrements en cascade dans les réseaux trophiques. Certains micro-organismes, notamment certaines bactéries et archébactéries, sont remarquablement résistants au rayonnement et survivraient mieux que les organismes plus complexes. La Deinococcus radiodurans, une bactérie découverte en 1956 dans des boîtes de conserve stérilisées par irradiation gamma, est capable de survivre à des doses de rayonnement des milliers de fois supérieures à celles qui tueraient un être humain, grâce à des mécanismes de réparation de l'ADN extraordinairement efficaces. Cette bactérie et d'autres micro-organismes extrémophiles survivraient à une contamination par cobalt-60 de grande ampleur, formant les bases d'une biosphère microbienne persistante dans un monde où les vertébrés et les plantes supérieures auraient été massivement décimés.
Il y a quelque chose de profondément mélancolique et de profondément instructif dans cette image d'un monde réduit à des micro-organismes dans les profondeurs du sol et de l'océan, attendant patiemment que la radioactivité décline suffisamment pour permettre l'émergence d'une vie plus complexe. Ce scénario, qui appartient au pire cauchemar de la science-fiction nucléaire, est aussi une méditation sur la résilience extraordinaire de la vie, sur sa capacité à survivre et à se réinventer après des catastrophes dont nous n'aurions pas imaginé qu'elles puissent être surmontées. La vie sur Terre a survécu à 5 extinctions massives au cours de son histoire de 3,8 milliards d'années. Elle a survécu à l'impact d'astéroïdes géants, à des éruptions volcaniques cataclysmiques, à des glaciations globales. Elle survivrait probablement, y sous certaines de ses formes les plus simples, même à une contamination globale par cobalt-60. Mais revenons au présent et à la question de la bombe au cobalt dans le contexte du XXIe siècle. Certains experts en sécurité nucléaire ont posé la question suivante. Est-ce que le progrès technologique depuis les années 1950 a modifié l'évaluation de la faisabilité et des risques liés à la bombe au cobalt? La réponse est nuancée et mérite qu'on s'y attarde. D'un côté, les progrès dans la miniaturisation des engins nucléaires, dans la précision des systèmes de lancement et dans la sophistication des détonateurs n'ont pas fondamentalement modifié la physique de base de la bombe au cobalt. Les principes que Szilard a décrits en 1950 sont toujours valides. Les enveloppes de cobalt peuvent toujours être activées par des neutrons de fusion, et le cobalt-60 résultant conserve toujours ses propriétés radiologiques caractéristiques. D'un autre côté, les progrès dans notre compréhension de la dynamique atmosphérique, dans la modélisation des retombées radioactives et dans la préparation aux urgences radiologiques ont amélioré notre capacité à anticiper et à répondre à des contaminations radioactives de grande ampleur, même si les limites de ces capacités restent considérables face à une arme d'une échelle véritablement planétaire. Les progrès dans les technologies de détection des rayonnements sont particulièrement significatifs. Les réseaux mondiaux de surveillance sismique, créés initialement pour détecter les essais nucléaires clandestins dans le cadre du traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 1996, combinent des capteurs sismiques, hydroacoustiques, infrasoniques et radionucléides pour détecter et localiser les explosions nucléaires partout dans le monde avec une précision remarquable. Ces réseaux constitueraient le premier système d'alerte en cas d'utilisation d'une arme au cobalt. Des progrès ont également été réalisés dans le développement de contre-mesures médicales contre les rayonnements. Les médicaments qui stimulent la production de cellules sanguines, comme les facteurs de croissance hématopoïétique, peuvent améliorer significativement les chances de survie des personnes exposées à des doses intermédiaires de rayonnement s'ils sont administrés rapidement. Des chélateurs, des molécules qui se lient aux atomes radioactifs et facilitent leur élimination de l'organisme ont été développées pour certains isotopes. Et les techniques de greffe de moelle osseuse peuvent, dans certaines circonstances, sauver des patients dont les cellules souches hématopoïétiques ont été détruites par les rayonnements. Mais ces mesures médicales sont efficaces pour des individus exposés, pas pour des millions ou des milliards de personnes simultanément. La question de la bombe au cobalt nous invite aussi à réfléchir aux frontières de la stratégie et de l'éthique militaire. La guerre froide a vu l'élaboration d'une pensée stratégique nucléaire d'une sophistication remarquable, parfois qualifiée d'absurde par ses critiques. Des concepts comme la frappe de contre-force, ou non ciblant les forces militaires adverses plutôt que les populations civiles, ou la destruction mutuelle assurée, ou encore la réponse flexible, qui cherchait à offrir des options intermédiaires entre la capitulation et la guerre nucléaire totale, ont tous cherché à introduire une rationalité instrumentale dans un domaine où les conséquences des décisions dépassaient tout cadre de rationalité humaine traditionnelle. La bombe au cobalt représente la limite absolue de cette pensée stratégique. Elle est le point où la logique de l'escalade nucléaire, poussée jusqu'à son extrême cohérence, se retourne contre elle-même et révèle son absurdité fondamentale. On ne peut pas être plus puissant que celui qui peut détruire le monde, mais on ne peut pas non plus utiliser cette puissance ultime sans se détruire soi-même. C'est le paradoxe de la puissance absolue en matière d'armement nucléaire, et la bombe au cobalt l'illustre de façon plus claire que tout autre concept d'arme.
Cette réflexion nous conduit naturellement vers la question de ce que les philosophes et les experts en relations internationales appellent la sécurité humaine, un concept qui s'est développé depuis les années 1990 comme alternative ou complément au concept traditionnel de sécurité nationale. La sécurité nationale, dans sa conception traditionnelle, s'intéresse à la protection des États contre les menaces extérieures, principalement militaires. La sécurité humaine, telle qu'elle a été définie dans le rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement en 1994, s'intéresse à la protection des individus contre un ensemble plus large de menaces, la pauvreté, les maladies, les conflits, la dégradation environnementale, les violations des droits de l'homme. Dans cette perspective, la bombe au cobalt n'est pas seulement une menace à la sécurité nationale des États adversaires. Elle est une menace absolue à la sécurité humaine de l'ensemble de l'humanité. Et c'est peut-être là que réside sa valeur pédagogique la plus profonde. En imaginant une arme capable de détruire toute vie humaine, Szilard cherchait précisément à forcer ses contemporains à confronter le fait que la logique de la guerre nucléaire, poussée à son terme, mènerait inévitablement à l'anéantissement de la civilisation que ces armes étaient censées défendre. La bombe au cobalt est un reductio ad absurdum de la stratégie nucléaire, une démonstration par l'absurde de l'impossibilité ultime de la guerre nucléaire comme outil de politique. Permettons-nous maintenant une digression vers la cosmologie et la physique fondamentale, car la bombe au cobalt nous invite à réfléchir à des questions plus larges sur la nature de la matière, de l'énergie et du cosmos dans lequel nous existons. L'énergie libérée par les réactions nucléaires, qu'il s'agisse de fission ou de fusion, est une manifestation directe de la relation fondamentale entre masse et énergie que Einstein a exprimée dans son équation la plus célèbre. Cette équation, connue de pratiquement tout le monde, même si peu la comprennent dans toute sa profondeur, établit que l'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde, et son carré est un nombre d'une immensité presque incompréhensible. Cela signifie qu'une quantité infime de matière, si elle est entièrement convertie en énergie, libère une quantité d'énergie gigantesque. Dans les réactions de fission nucléaire, environ 0,1% de la masse des noyaux fissionnés est convertie en énergie. Dans les réactions de fusion, ce pourcentage est légèrement plus élevé, environ 0,4%. Ces pourcentages semblent petits, mais étant donné le carré de la vitesse de la lumière comme facteur multiplicateur, même ces fractions infimes de masse représentent des énergies considérables. Une kilotonne d'équivalent TNT, l'unité standard de mesure de l'énergie explosive nucléaire, correspond à environ 4,2 fois 10 puissance 12 joules. Et un seul gramme de matière, entièrement converti en énergie selon l'équation d'Einstein, libérerait environ 9 fois 10 puissance 13 joules, soit plus de 20 kilotonnes d'équivalent TNT. Cette relation entre masse et énergie est bien plus qu'une curiosité de laboratoire. Elle est au cœur du fonctionnement des étoiles. Le Soleil, notre étoile, convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par réaction de fusion chaque seconde, libérant dans ce processus une énergie rayonnante d'environ 3,8 fois 10 puissance 26 watts. C'est la lumière et la chaleur qui rendent possible toute vie sur Terre. Et le Soleil fait cela depuis environ 4,6 milliards d'années, en utilisant une réserve d'hydrogène suffisante pour continuer pendant encore environ 5 milliards d'années. Pensez à l'immensité de ces échelles temporelles. 4,6 milliards d'années. Si vous comprimiez toute l'histoire de la Terre en une seule année, les premiers hominidés n'apparaîtraient que le soir du 31 décembre. L'agriculture n'aurait été inventée qu'il y a environ 2 secondes. Toute l'histoire de la Grèce antique, de Rome, de la Renaissance, de la révolution industrielle, de l'ère nucléaire, se produirait dans la dernière seconde de cette année cosmique. Et pourtant, dans cette dernière seconde d'une existence cosmique, l'espèce humaine a développé la capacité de libérer, en quelques millionièmes de seconde, des énergies comparables à celles que le Soleil rayonne en quelques dizaines de secondes. C'est à la fois vertigineux et humiliant. Le cobalt lui-même, cet élément numéro 27 qui est au centre de notre discussion, a une histoire cosmique fascinante. Comme tous les éléments plus lourds que le fer dans le tableau périodique,
Le cobalt n'est pas produit dans les réactions de fusion ordinaires des étoiles stables comme notre Soleil. Il est né dans les cataclysmes stellaires, les supernovae, ces explosions d'étoiles massives à la fin de leur vie, et peut-être aussi dans les fusions de deux étoiles à neutrons, ces cadavres stellaires ultra-denses qui sont les résidus d'étoiles encore plus massives. Ces événements extraordinairement violents, qui libèrent en quelques secondes plus d'énergie que notre Soleil n'en rayonnera pendant toute sa vie, créent les conditions de température et de pression nécessaires pour forger les éléments lourds par un processus appelé capture neutronique rapide, le processus R. Quand vous regardez un objet contenant du cobalt, que ce soit un moteur d'avion, une batterie de téléphone portable ou une ampoule de céramique bleue, vous tenez dans vos mains des atomes forgés dans une supernova il y a des milliards d'années, dispersés dans l'espace par l'explosion, rassemblés progressivement dans le nuage interstellaire qui allait devenir notre système solaire et finalement concentrés par les processus géologiques dans les roches et les minerais de notre planète. Il y a dans cette trajectoire cosmique du cobalt quelque chose de profondément poétique, un élément né dans la violence la plus extrême de l'univers, celui de la mort d'une étoile, qui est maintenant au cœur d'une discussion sur la violence la plus extrême, imaginée par les humains. Cette perspective cosmique nous aide peut-être à situer dans une juste proportion les réalités de notre condition. L'humanité existe sur une petite planète orbitant autour d'une étoile parmi les quelques centaines de milliards d'étoiles qui composent de notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée elle-même est une galaxie parmi les quelques centaines de milliards de galaxies que contient l'univers observable. Nous sommes extraordinairement petits dans ce vaste cosmos, et pourtant, cette même petite humanité sur cette petite planète a découvert les lois qui gouvernent la structure de la matière jusqu'aux plus petites échelles subatomiques, a compris les mécanismes qui font briller les étoiles, a imaginé et construit des instruments capables de détruire la civilisation qu'elle a mis des millénaires à construire. Cette dualité fondamentale de l'intelligence humaine, cette capacité simultanée à la plus haute créativité et à la plus profonde destructivité, est peut-être la question philosophique centrale de notre époque. Les physiciens du projet Manhattan en étaient profondément conscients. Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet, en voyant l'explosion de la première bombe atomique à Alamogordo, le 16 juillet 1945, a pensé à une phrase du texte sacré hindou de la Bhagavad Gita « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Cette résonance entre la physique nucléaire moderne et la sagesse ancienne illustre comment les questions que nous explorons ce soir ne sont pas nouvelles dans leur profondeur, même si les technologies qui les actualisent sont inédites dans l'histoire. Enrico Fermi, c'est le physicien italien qui a dirigé la première réaction en chaîne nucléaire contrôlée à Chicago en décembre 1942, avait une vision différente mais tout aussi sombre. Lors de l'essai Trinity en 1945, on rapporte qu'il lâchait des confettis de papier avant le passage de l'onde de choc pour mesurer la distance à laquelle ils étaient emportés, puis estimer rapidement la puissance de l'explosion à partir de cette observation. Cette anecdote illustre l'instinct scientifique pur, la curiosité observatrice qui persiste même dans des circonstances de profonde gravité morale. Les grands scientifiques ne peuvent pas s'empêcher d'observer et de mesurer, même quand ce qu'ils observent devrait peut-être les remplir d'horreur. James Franck, le physicien allemand naturalisé américain qui avait remporté le prix Nobel de physique en 1925, était l'un des rares scientifiques du projet Manhattan à avoir milité activement et courageusement contre l'utilisation militaire de la bombe atomique. Avec 6 autres scientifiques, il a signé le rapport Franck en juin 1945, un document adressé au secrétaire à la guerre qui recommandait une démonstration de la bombe sur un site non peuplé plutôt que son utilisation directe sur une ville japonaise. Ce rapport a été ignoré par les décideurs politiques et militaires. Les bombes ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945, faisant entre 130 000 et 226 000 morts selon les estimations. L'histoire du rapport Franck est instructive à plusieurs égards. Elle montre que des voix dissidentes existaient au sein même du projet qui avait créé la bombe, et qu'elles ont été étouffées non par manque de légitimité intellectuelle ou morale, mais par la logique de la guerre et les structures de pouvoir militaro-politiques. Elle montre aussi que la science ne peut pas, seule, dicter les usages de ses propres découvertes. Les décisions sur l'usage des armements nucléaires sont des décisions politiques,
prises par des acteurs politiques dans des contextes de guerre, de diplomatie et de calcul stratégique qui dépassent la compétence stricte des scientifiques. C'est pourquoi des organisations comme le Bulletin of the Atomic Scientists, fondé en 1945 par Szilard et d'autres, jouent un rôle si important. Elles constituent un espace où les scientifiques peuvent s'adresser directement au public et aux décideurs pour alerter sur les risques technologiques, y dépasser les classifications secrètes et les raisonnements purement technico-stratégiques pour introduire dans le débat public des considérations éthiques et humanitaires. L'horloge de la fin du monde est une métaphore puissante, précisément parce qu'elle traduit une analyse technique complexe en images accessibles à tous. Pensons maintenant à l'aspect psychologique de la menace nucléaire, et particulièrement à la façon dont les êtres humains réagissent psychologiquement à la perspective d'une destruction absolue. Les psychologues qui ont étudié les perceptions du risque nucléaire ont observé un phénomène remarquable. Face à des menaces d'une ampleur dépassant un certain seuil de compréhension intuitive, les humains ont tendance à les minimiser psychologiquement plutôt qu'à les amplifier. Ce phénomène, donc appelé parfois engourdissement psychique ou psychic numbing dans la littérature anglophone, a été étudié notamment par le psychologue Paul Slovic. L'idée est que notre empathie et notre inquiétude pour les victimes d'une catastrophe ne croissent pas proportionnellement avec le nombre de victimes. Nous sommes profondément touchés par l'histoire d'une personne en danger. Nous sommes moins touchés par l'annonce de 10 victimes, et encore moins proportionnellement pour 100, 1000 ou 1 million de victimes. Quand les chiffres dépassent notre capacité d'imaginer concrètement les individus concernés, notre cerveau substitue une abstraction à l'émotion. Et les abstractions ne déclenchent pas l'action de la même façon que les images concrètes. Ce biais psychologique a des implications importantes pour la communication sur les risques nucléaires. Des chiffres comme 10 millions de morts ou 100 millions de morts ou l'anéantissement de l'espèce humaine ne résonnent pas dans notre conscience émotionnelle de la même façon que des histoires individuelles. C'est pourquoi les témoignages des Hibakusha, les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, ont joué un rôle si important dans la conscience antinucléaire mondiale. Ces récits individuels, ces visages, ces corps, ces vies reconstituées ou brisées ont humanisé la réalité de la bombe atomique d'une façon que les statistiques ne pouvaient pas atteindre. Il existe une littérature extraordinaire sur l'expérience d'Hiroshima et Nagasaki. Hibakusha de Hiroshima de Michihiko Hachiya, un médecin qui a tenu un journal pendant les jours qui ont suivi le bombardement. Les récits recueillis par John Hersey dans son livre Hiroshima, publié en 1946 dans le New Yorker, qui a consacré toute son édition du 31 août à ces témoignages. Un geste éditorial sans précédent qui a profondément marqué les lecteurs américains de l'époque. Les témoignages de Setsuko Turlough, survivante de Hiroshima devenue militante pour le désarmement nucléaire, qui a représenté la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix en 2017. Ces voix humaines, qui survivent à travers les décennies et les traductions, nous rappellent que derrière chaque discussion stratégique sur les mégatonnes et les rayons de destruction, il y a des êtres humains réels, avec leurs amours et leurs espoirs, leurs peurs et leurs projets, qui seraient directement touchés par les conséquences de ces armes. La bombe au cobalt, dans sa logique d'extinction globale, efface entièrement la distinction entre combattants et civils, entre agresseurs et innocents, entre responsables et victimes. Elle tuerait les enfants qui jouent dans les parcs, les patients dans les hôpitaux, les agriculteurs dans leurs champs, les pêcheurs en mer, les dormeurs dans leurs lits, partout dans le monde simultanément. Cette réflexion nous ramène à la question centrale qui anime notre exploration ce soir. Pourquoi aucun pays n'a-t-il construit cette arme ? Et nous pouvons maintenant formuler une réponse plus complète, intégrant toutes les dimensions que nous avons explorées. Premièrement, il y a la raison stratégique. Une arme d'extinction globale ne peut pas servir un objectif politique ou militaire rationnel, car elle détruit aussi bien le vainqueur que le vaincu. Deuxièmement, la raison technique et logistique. Produire et déployer des quantités de bombes au cobalt suffisantes pour couvrir la planète entière serait une entreprise d'une complexité et d'un coût considérable, avec des risques opérationnels extrêmes. Troisièmement, la raison normative internationale.
Une telle arme violerait de façon si absolue le droit international humanitaire et les normes morales universellement reconnues qu'aucun régime ne pourrait justifier publiquement sa fabrication. Et quatrièmement, la raison morale fondamentale. Même les acteurs les plus rationnellement cyniques du système international ont conservé une barrière psychologique et éthique contre la destruction délibérée et planifiée de l'espèce humaine entière. Ces quatre raisons se renforcent mutuellement pour créer une norme robuste contre la fabrication de la bombe au cobalt, une norme qui a tenu depuis 1950, malgré l'existence de la connaissance technique nécessaire à sa construction, et malgré les décennies de tensions nucléaires intenses de la guerre froide. Cette robustesse est remarquable. Et pourtant, en même temps, la tentation de ne pas se reposer entièrement sur la permanence de ces normes est compréhensible, car l'histoire montre que des normes considérées comme absolues peuvent être violées sous des pressions suffisantes. Examinons maintenant le cadre juridique international de façon plus approfondie, car il constitue l'un des piliers les plus importants de la norme contre les armes de destruction massive. Le droit international humanitaire, ou droit de la guerre, est un ensemble de règles qui cherchent à limiter les souffrances causées par les conflits armés en protégeant les personnes qui ne participent pas aux hostilités et en régulant les méthodes et moyens de guerre. Ses sources principales sont les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, les conventions de la Haye de 1899 et 1907 et le droit coutumier international. Deux principes fondamentaux du droit international humanitaire sont particulièrement pertinents pour la bombe au cobalt: le principe de distinction et le principe de proportionnalité. Le principe de distinction exige que les parties à un conflit distinguent à tout moment entre les combattants et les populations civiles, et entre les objectifs militaires et les biens civils. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants et des objectifs militaires. Le principe de proportionnalité interdit les attaques dont on peut attendre qu'elles causent des pertes civiles ou des dommages aux biens civils qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Une bombe au cobalt violerait ces deux principes de la façon la plus absolue concevable. Par sa nature même, elle ne fait aucune distinction entre combattants et civils, entre objectifs militaires et populations protégées. Et ses effets seraient si massivement disproportionnés par rapport à tout avantage militaire concevable qu'ils sortent entièrement du cadre de tout calcul de proportionnalité. Le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève, dans son article 35, paragraphe 3, interdit spécifiquement l'emploi de méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. Cet article a été qualifié de première disposition juridique internationale visant explicitement à protéger l'environnement naturel pendant les conflits armés. Une contamination globale par cobalt-60, persistant pendant des décennies, constituerait incontestablement une violation de cette disposition. L'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, rendu en 1996, est un document fondamental pour comprendre le statut juridique des armes nucléaires en droit international. La Cour a conclu à l'unanimité que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicables dans les conflits armés, et en particulier aux principes et règles du droit humanitaire. Mais elle a laissé ouverte la question de savoir si l'utilisation d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans les circonstances extrêmes de légitime défense. La bombe au cobalt, en raison de son caractère d'extinction globale, ne pourrait bénéficier d'aucune exception, même théorique, basée sur la légitime défense. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017, entré en vigueur en 2021, va plus loin que le traité de non-prolifération en interdisant explicitement non seulement la prolifération mais aussi la possession, le développement, les essais, la production, la fabrication, le transfert, le stockage et l'utilisation des armes nucléaires. Bien qu'il ne soit pas signé par les puissances nucléaires, il constitue une évolution normative importante qui renforce le statut d'illicéité des armes nucléaires dans la conscience juridique internationale. Il est maintenant approprié d'évoquer les accidents et les incidents nucléaires qui ont jalonné l'histoire de la guerre froide,
car ils constituent un ensemble de données empiriques sur ce qui se passe réellement quand les armes nucléaires sont mal sécurisées ou quand des erreurs se produisent dans les systèmes de commandement et de contrôle. Ces incidents, dont la plupart n'ont été déclassifiés que des décennies après les faits, révèlent à quel point la réalité de la sécurité nucléaire a été moins parfaite que ne le supposaient les doctrines officielles. L'incident de Tulle en janvier 1968 est un exemple particulièrement instructif. Un bombardier B-52 américain transportant 4 bombes thermonucléaires s'est écrasé sur la glace de la baie de North Star au Groenland, à proximité de la base aérienne de Thule. L'incendie qui a suivi a détruit les enveloppes extérieures des bombes et dispersé les matières fissiles et explosives sur une zone de la glace. La contamination radioactive a nécessité une opération de décontamination de grande envergure, impliquant plusieurs milliers de soldats américains et danois. Des décennies plus tard, des études ont révélé des contaminations persistantes dans les sédiments de la baie. Et l'une des 4 bombes n'a jamais été retrouvée. Elle repose probablement encore sous les eaux glacées de la baie. L'incident de Palomares en janvier 1966 est un autre exemple frappant. Un bombardier B-52 américain s'est heurté en plein vol à son avion ravitailleur au-dessus du village espagnol de Palomares, libérant 4 bombes thermonucléaires. 2 des bombes ont eu leur dispositif détonateur conventionnel déclenché lors de l'impact, dispersant du plutonium radioactif sur une zone agricole habitée. La décontamination n'a jamais été complète. Et des décennies plus tard, des zones de Palomar affichent encore des niveaux de contamination en plutonium supérieurs aux limites réglementaires. Des négociations entre l'Espagne et les États-Unis sur la décontamination complète du site ont continué jusqu'à récemment. Ces incidents, et les nombreux autres documentés dans les archives déclassifiées, illustrent un point fondamental. Même les superpuissances les plus sophistiquées technologiquement font des erreurs dans la gestion de leurs arsenaux nucléaires. Et si des accidents peuvent se produire avec des bombes nucléaires ordinaires, les conséquences d'accidents impliquant des armes dotées d'enveloppes de cobalt seraient potentiellement bien plus sévères du fait de la persistance de la contamination au cobalt-60. Abordons maintenant une dimension de notre sujet qui touche à la culture populaire et à la façon dont la société a absorbé et transformé la menace de la bombe au cobalt en récits artistiques et littéraires. La bombe de fin du monde est devenue un archétype de la fiction de science-fiction et politique du XXe siècle, une métaphore de l'hubris technologique humain et de la folie potentielle de la course aux armements. Nous avons déjà mentionné Dr. Folamour de Stanley Kubrick, sorti en 1964. Ce film reste l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma politique et satirique. Son personnage du général Jack the Ripper, convaincu que les Soviétiques empoisonnent l'eau fluorurée des Américains pour contaminer leurs précieux fluides corporels et qui déclenche unilatéralement une attaque nucléaire, est une satire féroce mais précisément documentée des paranoïas institutionnelles de la guerre froide. Le personnage du docteur Strangelove lui-même, un scientifique d'origine allemande aux bras refusant d'obéir à sa volonté consciente, est un portrait saisissant de l'instinct de violence pulsionnelle qui peut coexister avec la plus haute sophistication intellectuelle. Le roman On the Beach de l'auteur australien Nevil Shute, publié en 1957 et adapté en film en 1959, présente une vision particulièrement poignante des conséquences d'une guerre nucléaire globale. Le roman se déroule en Australie, l'un des derniers pays encore épargnés par les retombées radioactives d'une guerre nucléaire qui a détruit tout l'hémisphère nord. Les personnages attendent, avec une dignité remarquablement ordinaire, la progression inéluctable du nuage radioactif vers le sud. Le roman ne s'attarde pas sur les horreurs de la mort par radiation, mais sur la façon dont des êtres humains font des choix sur la façon de vivre leurs derniers mois, de maintenir une humanité et une dignité face à l'inévitable. C'est une œuvre profondément humaine et profondément pacifiste, dont la force réside précisément dans sa retenue et dans l'ordinarité de ses personnages. La série télévisée britannique Threads, diffusée en 1984, est peut-être la représentation la plus cliniquement réaliste et la plus dérangeante des effets d'une guerre nucléaire jamais réalisée pour la télévision. Elle dépeint, à travers le destin de 2 familles dans la ville de Sheffield, les effets immédiats et à long terme d'une attaque nucléaire sur le Royaume-Uni. Sans glamour, sans héroïsme, avec une attention méticuleuse aux détails scientifiques sur les effets des rayonnements, les syndromes de la maladie des rayons, l'effondrement des infrastructures et de la médecine organisée,
et les effets à long terme sur la société et la génétique des populations survivantes. Threads a provoqué un traumatisme collectif chez les téléspectateurs britanniques de l'époque et reste l'une des œuvres télévisuelles les plus puissantes jamais réalisées sur la guerre nucléaire. Ces œuvres culturelles ont joué un rôle important dans la mobilisation de l'opinion publique contre les armements nucléaires. Elles ont traduit des réalités scientifiques et stratégiques abstraites en expériences humaines concrètes, émotionnellement accessibles à des publics qui n'auraient jamais lu les rapports techniques des physiciens ou des stratèges militaires. En ce sens, l'art et la science se sont complétés mutuellement dans la tâche de sensibiliser le public aux enjeux nucléaires. Permettons-nous maintenant d'explorer la question de ce que l'on appelle parfois le problème de la stabilité stratégique et comment la bombe au cobalt s'y inscrit. La stabilité stratégique désigne, dans le jargon des relations internationales, un état dans lequel aucun acteur nucléaire n'a intérêt à lancer une attaque nucléaire en premier et dans lequel les risques d'escalade accidentelle vers le nucléaire sont minimisés. Cette stabilité repose sur plusieurs conditions. La certitude que l'adversaire peut survivre à une première frappe et riposter de façon dévastatrice, la communication fiable entre les parties en temps de crise, et des processus de décision suffisamment rationnels pour éviter les erreurs catastrophiques. La bombe au cobalt, si elle était construite et déployée par un État, déstabiliserait profondément ce fragile équilibre. D'un côté, elle pourrait renforcer la dissuasion au sens le plus absolu. Si vous savez que l'adversaire peut détruire toute vie sur Terre en réponse à une attaque, la dissuasion est maximale. D'un autre côté, elle crée une vulnérabilité extrême aux erreurs de calcul, aux pannes techniques et aux décisions irrationnelles. Dans un monde où les systèmes d'alerte précoce ont déjà connu des fausses alarmes, l'existence d'une bombe de fin du monde augmenterait dramatiquement le coût d'une erreur. L'incident le plus célèbre de fausse alarme nucléaire est probablement celui de Stanislav Petrov, officier de commandement soviétique, tué le 26 septembre 1983. Les systèmes soviétiques de détection de missiles par satellite ont signalé le lancement de 5 missiles balistiques intercontinentaux américains. Petrov a conclu qu'il s'agissait probablement d'une erreur technique, contrairement aux procédures qui lui auraient demandé de rapporter immédiatement l'attaque présumée à ses supérieurs. Sa décision de ne pas remonter l'alerte a peut-être évité une réponse nucléaire soviétique basée sur une information erronée. L'erreur provenait d'une interaction imprévue entre les satellites soviétiques et la lumière solaire réfléchie par les nuages. Petrov est parfois appelé l'homme qui a sauvé le monde. Dans un monde où des bombes au cobalt auraient été déployées, une fausse alarme similaire aurait des conséquences potentiellement encore plus catastrophiques, parce que la pression de réagir rapidement avant d'être détruit serait extrême et parce que les conséquences d'une utilisation par erreur seraient totalement irréversible. Cette irréversibilité est peut-être le facteur le plus important qui distingue la bombe au cobalt de toutes les autres armes existantes, y compris les armes nucléaires ordinaires. Toutes les guerres, y compris les guerres nucléaires, se terminent à un moment donné. Les villes peuvent être reconstruites. Les populations peuvent se régénérer. Les économies peuvent se redresser. Hiroshima et Nagasaki, des villes entièrement détruites en quelques secondes, sont aujourd'hui des métropoles prospères. Même les effets à long terme des rayonnements sur les survivants, aussi graves qu'ils soient, n'ont pas empêché ces sociétés de se reconstruire et de prospérer. Mais les retombées planétaires de cobalt-60 d'une bombe au cobalt à pleine échelle seraient, si nos calculs sont corrects, irréversibles à l'échelle humaine. Non pas irréversibles en termes de physique, car le cobalt-60 finit bien par se désintégrer, mais irréversible en termes humains, parce que si la contamination est suffisamment dense et suffisamment globale pour tuer la quasi-totalité de la population humaine, il n'y aurait personne pour attendre que la radioactivité décline, personne pour rebâtir, personne pour perpétuer la mémoire et la culture humaine. Une extinction, même partielle mais catastrophique, de la civilisation humaine serait irréversible à l'échelle humaine, même si la vie reprendrait finalement sous d'autres formes. C'est cette irréversibilité fondamentale qui place la bombe au cobalt dans la catégorie des risques existentiels, les risques qui menacent la pérennité même de la civilisation humaine ou de l'espèce humaine. Les chercheurs qui travaillent sur les risques existentiels, notamment au sein d'institutions comme le Future of Humanity Institute à Oxford ou le Center for Human Compatible Artificial Intelligence à Berkeley,
ont développé des cadres analytiques pour évaluer et comparer différents types de risques catastrophiques, y compris les risques nucléaires, les pandémies, les changements climatiques extrêmes et les risques liés à l'intelligence artificielle. Ces chercheurs soulignent une caractéristique particulière des risques existentiels. Ils méritent une priorité analytique et politique disproportionnée par rapport à leur probabilité estimée, précisément parce que leurs conséquences sont irréversibles et non pas simplement très graves. Si une pandémie tuait 10% de la population mondiale, ce serait une catastrophe sans précédent dans l'histoire moderne, mais l'humanité survivrait et se reconstruirait. Si un événement extinctionnel éliminait toute la population humaine, non seulement les 8 milliards d'humains actuels disparaîtraient, mais aussi toutes les générations futures qui n'auraient jamais l'occasion d'exister. La valeur de ce potentiel futur perdu est pratiquement infinie. Cet argument, développé notamment par le philosophe Nick Bostrom dans ses travaux sur l'astronomie morale, soulève des questions profondes sur la façon dont les sociétés devraient allouer leurs ressources de politique publique entre des problèmes actuels graves et des risques futurs de très grande ampleur, mais de probabilité incertaine. La bombe au cobalt, dans ce cadre, n'est pas seulement une curiosité historique ou un objet de réflexion stratégique, elle est un exemple paradigmatique de risque existentiel, un cas d'école qui aide à clarifier la pensée sur la nature et la gestion des menaces les plus graves auxquelles l'humanité peut faire face. Examinons maintenant ce que les études scientifiques sur l'hiver nucléaire, ce concept développé dans les années 1980, nous apprennent sur les effets climatiques d'une guerre nucléaire de grande ampleur, et comment ces effets se combineraient avec la contamination radiologique d'une bombe au cobalt. Le concept d'hiver nucléaire a été développé en 1983 par Carl Sagan, Paul Ehrlich et d'autres chercheurs dans un article fondateur publié dans la revue Science et connu sous l'acronyme TTAPS, initiale des noms de ses auteurs Turco, Thun, Ackermann, Pollack et Sagan. Leur modèle suggérait que des feux massifs allumés par des explosions nucléaires dans les villes et les forêts enverraient des quantités immenses de suie et de particules dans la haute atmosphère, bloquant une fraction significative du rayonnement solaire pendant des mois ou des années. Ce refroidissement global pourrait être suffisant pour perturber gravement la production agricole mondiale, causant des famines à l'échelle planétaire même dans des régions non directement touchées par les explosions. Les modèles climatiques ont été considérablement raffinés depuis 1983, notamment par les recherches de Brian Thun, Owen Thun et leurs collègues au cours des années 2000 et 2010. Ces modèles modernes, utilisant les outils de simulation climatique les plus performants disponibles, confirment les grandes lignes du scénario d'hiver nucléaire, mais avec une résolution et une précision bien supérieures. Une guerre nucléaire majeure entre les États-Unis et la Russie, qui utiliserait une fraction de leurs arsenaux actuels, pourrait injecter suffisamment de suie dans la stratosphère pour refroidir le climat mondial de plusieurs degrés Celsius pendant des années, en compromettant gravement les récoltes dans l'hémisphère nord et perturbant les moussons qui alimentent l'Asie du Sud en eau. Dans le scénario d'une bombe au cobalt planétaire, les effets de l'hiver nucléaire et de la contamination radiologique se combineraient de façon synergique pour créer une menace d'une ampleur encore supérieure à la somme de ses parties. Les effets climatiques perturberaient la production alimentaire dans les régions qui auraient pu survivre à la contamination radiologique directe, et les retombées radioactives affecteraient des populations déjà fragilisées par la famine et le froid. Cette combinaison créerait une spirale de vulnérabilité difficile à interrompre pour les survivants. Ces recherches ont eu des implications politiques concrètes. Le secrétaire général de l'ONU Pérez de Cuéllar a cité les résultats de TTAPS dans ses appels au désarmement nucléaire dans les années 1980. Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ont tous deux reconnu publiquement avoir été influencés par les études sur l'hiver nucléaire dans leur approche des négociations sur la réduction des armements nucléaires qui ont abouti aux traités INF et START à la fin des années 1980. En ce sens, la science climatique a directement contribué à la réduction des risques nucléaires. Nous voici maintenant dans la partie finale de notre voyage de ce soir. Après avoir traversé la physique des neutrons et des isotopes radioactifs, l'histoire de la guerre froide et ses moments de tension extrême, la stratégie nucléaire et ses paradoxes, le droit international et ses limites, la psychologie de la menace existentielle,
L'astronomie et la cosmologie qui replacent notre condition dans la perspective du cosmos infini, nous pouvons commencer à tisser ensemble les fils de ce que nous avons appris. La bombe au cobalt est, dans un sens très précis, une arme qui ne devrait pas exister, non seulement parce qu'elle serait incroyablement destructrice, mais parce qu'elle serait inutile même dans le cadre de la logique la plus froide et la plus calculatrice de la guerre nucléaire. C'est une arme qui représente le point où l'ingéniosité humaine a atteint sa propre limite logique et s'est retournée contre elle-même. En concevant une arme capable de détruire le monde entier, l'humanité a, sans le vouloir peut-être, créé l'argument le plus puissant possible contre sa propre utilisation. Il y a dans cette ironie une profonde vérité sur la nature humaine et sur la condition humaine. Nous sommes une espèce d'une ingéniosité extraordinaire, capable de comprendre les lois les plus fondamentales de l'univers et de les utiliser pour des fins que ces mêmes lois rendent impossibles à justifier. Nous avons créé des outils capables de notre propre destruction totale, et c'est peut-être précisément cette capacité à imaginer notre propre fin qui nous a retenus de la provoquer. Léo Szilard, en décrivant la bombe au cobalt en 1950, n'était pas un prophète de malheur. C'était un homme qui comprenait que la meilleure façon de prévenir un danger est parfois de le nommer clairement et de le décrire dans toute son horreur. En donnant un visage concret à la pire des possibilités, et il espérait mobiliser la conscience collective contre la direction dans laquelle la course aux armements menaçait de mener l'humanité. C'est un acte d'avertissement prophylactique, parler du pire pour éviter qu'il ne se réalise. Et jusqu'ici, malgré tous les accidents, toutes les tensions, toutes les crises, toutes les défaillances de rationalité que nous avons évoquées ce soir, l'humanité a évité de franchir cette frontière ultime. Ce n'est pas simplement une question de chance, même si la chance a indéniablement joué un rôle dans certains moments critiques. C'est aussi le résultat d'efforts humains délibérés et continus. Les diplomates qui ont négocié les traités de désarmement, les scientifiques qui ont alerté le public sur les risques, les militants qui ont maintenu vivante la conscience antinucléaire, les militaires et les techniciens qui ont maintenu des systèmes de sécurité et des procédures de commandement et contrôle robustes, les dirigeants politiques qui ont choisi la désescalade plutôt que l'escalade dans les moments de crise. Tout cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'histoire n'est pas une force aveugle et impersonnelle. Elle est faite de décisions humaines, parfois anonymes, parfois héroïques, parfois simplement sensées, qui s'accumulent pour créer des trajectoires de paix ou de conflit, de construction ou de destruction. Vassili Arkhipov, refusant de lancer une torpille nucléaire dans les profondeurs de l'Atlantique en octobre 1962, est un symbole de toutes ces décisions quotidiennes, ordinaires et extraordinaires, qui font la différence entre un monde qui continue à exister et un monde qui ne le fait pas. Et alors que vous lisez ces mots ce soir, que vous écoutez ces pensées se déployer dans l'obscurité douce de votre espace de repos, je vous invite à porter pendant un instant cette conscience dans votre cœur. Nous vivons dans un monde qui possède encore des milliers d'armes nucléaires. Nous vivons dans un monde où les tensions géopolitiques ont ressurgi et où le risque nucléaire est perçu comme plus élevé qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Mais nous vivons aussi dans un monde où aucune arme nucléaire n'a été utilisée dans un conflit depuis 1945 et où la conscience collective de l'humanité a maintenu une norme remarquablement robuste contre leur utilisation. La physique que nous avons explorée ce soir, la physique des neutrons et des isotopes, de la fission et de la fusion, du cobalt 59 et du cobalt 60, cette physique est la même physique qui alimente les étoiles, qui forge les éléments dans les supernovae, qui rend possible l'existence de la matière complexe dans l'univers. Elle est à la fois la source des plus grands dangers et des plus grandes merveilles. La façon dont l'humanité choisit de l'utiliser est le reflet le plus fidèle de ce qu'elle est réellement, de ses valeurs les plus profondes, de ses peurs et de ses espoirs. Il est temps maintenant de laisser ces pensées se déposer doucement, comme des particules de poussière stellaire qui descendent lentement à travers l'atmosphère sereine, trouvant leur place dans le grand tissu de la réalité. Vous avez voyagé ce soir à travers la physique nucléaire et la géopolitique, à travers l'histoire de la guerre froide et les abîmes de la stratégie militaire, à travers la cosmologie et la philosophie de la condition humaine.
C'est un voyage remarquable, et votre esprit a absorbé des concepts d'une profondeur et d'une importance considérables. La bombe au cobalt, cette arme de l'apocalypse qu'aucun pays n'ose construire, reste dans les archives de la physique nucléaire comme un avertissement permanent. Un miroir dans lequel l'humanité peut contempler à la fois sa propre ingéniosité extraordinaire et ses propres limites éthiques fondamentales. Et dans ce miroir, peut-être, nous pouvons voir une vérité réconfortante. Que face à la perspective de sa propre extinction, l'humanité a, jusqu'ici, choisi la vie. Le cobalt-60 continue de se désintégrer dans les réacteurs nucléaires du monde, se transformant pacifiquement en nickel-60 stable, en ces rayons gamma guidant les faisceaux de radiothérapie qui sauvent des milliers de vies chaque année. Les étoiles continuent de forger des atomes de cobalt dans leurs cœurs ardents et dans leurs explosions finales, semant l'univers de matière prête à former de nouvelles planètes, de nouvelles chimies, peut-être de nouvelles formes de conscience. Et vous, ce soir, porteur de toute cette histoire cosmique dans chaque atome de votre corps, vous pouvez vous laisser glisser doucement vers le sommeil avec la conscience tranquille que vous avez consacré quelques heures de votre vie brève et précieuse à comprendre l'un des défis les plus profonds auxquels votre espèce a jamais fait face. Laissez vos yeux se fermer, laissez votre respiration devenir plus lente, plus profonde, plus régulière, comme les lents battements d'un cosmos infiniment patient. Les atomes de cobalt dans vos os, forgés il y a des milliards d'années dans une étoile qui n'existe plus, continueront leur tranquille existence moléculaire pendant que vous dormez. Les étoiles continueront leur lente danse dans les galaxies lointaines. Et demain, quand vous vous réveillerez, le monde sera encore là, imparfait et magnifique, attendant votre conscience renouvelée pour continuer à être exploré, compris et aimé. Bonne nuit, dormez bien, dormez en paix, mais bien.